Bonjour donc, bienvenue dans Variant les éditions en live. Déjà, c'est un plaisir de vous avoir et d'avoir autant de personnes de l'équipe l'Iconoclaste avec nous, surtout pour un samedi matin. Alors, merci déjà. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par présenter votre équipe, si elles ne sont pas trop nombreuses, bien sûr, et ensuite un petit historique de la maison? Bien sûr, avec plaisir. Déjà, bonjour à tous. C'est génial de vous voir. Là, je vois des visages. C'est extraordinaire. Trop sympa. J'espère qu'on se verra en vrai dans nos locaux parce qu'on a des super locaux qui sont pleins de couvertures, de maquettes. Enfin, voilà, tout l'atelier du livre. Alors ici, il y a donc Adèle Leproux qui est directrice commerciale, relations libraires et communication. Il y a Bonjour. les Marie Bréin qui est aux côtés d'Adèle pour la relation libraire et commerciale et qui est aussi sur les réseaux sociaux spécialement chargée des blogueurs. Il y a les éditrices. Julia Pavlovitch est là. Alors, Julia n'est pas là ce matin. D'accord. Elle n'a pas pu se connecter. Voilà. D'accord. Sylvie est là. Et Sylvie Gracia, qui a rejoint l'Iconoclaste pour mon plus grand bonheur il y a quelques mois et qui vient du Rouergue, où elle a créé une superbe collection qui s'appelle La Brune, en faisant plein de découvertes qu'elle va vous raconter. Voilà, mais il y a plein de gens qui évidemment ne sont pas là parce que c'est samedi matin, mais dans l'équipe, il y a tout un gros pôle qui est très important, de plus en plus important, digital, presse. Il y a aussi un gros pôle fabrication parce qu'on a à cœur de faire un travail très soigné avec nos livres. Et puis évidemment, le nerf de la guerre, les éditeurs par lesquels tout commence. Et concernant l'historique de la maison, comment ça a débuté pour vous? Alors moi, ça a débuté avec d'abord une histoire d'amour pour la littérature et ce métier, que je suis tombée complètement dingue en fait quand j'ai fait un stage. C'était chez Flammarion, je me rappelle, au bout de 2 jours, je me suis dit, c'est ça mon truc, c'est ça ce métier que j'adore. Mais j'ai donc fait pas mal d'années dans des maisons comme salariée, des grosses maisons, Flammarion, Robert Laffont, où je me régalais, mais en même temps, je sentais bien que il y avait les 90 livres dont je m'occupais, il y en avait à peu près 80 qui étaient voués à quasiment passer à la poubelle avant même de commencer leur histoire parce qu'il y avait trop de livres. Et j'ai eu envie de créer une maison d'édition où on ferait un travail haute couture, c'est-à-dire qu'on se donnerait le temps, le luxe, parce que le luxe du temps d'un travail tout à fait soigné sur toute la chaîne du livre, c'est-à-dire qu'on prend beaucoup d'attention d'abord à nos choix. Euh, on, on pourrait publier beaucoup plus. En fait, on a choisi de publier très peu. Et donc, on est comme des artisans face au livre, c'est-à-dire qu'on polit la pierre, on polit le texte indéfiniment. Avec l'auteur, bien sûr, on l'accompagne. Ensuite, on travaille énormément le graphisme, les couvertures, vous verrez la ligne graphique de la littérature, la ligne graphique de la non-fiction, c'est des lignes qui sont très pensées. Et puis ensuite, on travaille évidemment très fort la diffusion, le commercial et maintenant les réseaux sociaux parce qu'on ne peut pas être des joueurs de viol de gamme dans un coin. Un livre aussi, ça a besoin d'atteindre son lecteur. Et on peut être très artisanal en amont, mais il faut aussi qu'on soit très puissant en aval pour vous atteindre, pour atteindre les lecteurs. Et c'est tout un processus en fait passionnant où on est assez seul au début, hein, Sylvie, avec nos manuscrits. On a des coups de cœur qu'on partage ou qu'on ne partage pas. Et puis, ce qui est formidable, c'est une matinée comme ce matin parce que il faut vous dire que c'est une sorte de métier où on jette un caillou dans la mare et ce caillou, il fait des cercles de plus en plus larges. Et c'est ça qui est extraordinaire et vraiment très émouvant. C'est-à-dire que on a un coup de cœur, mais ce coup de cœur, il peut faire flop, il peut ne pas être partagé. Et quand il est partagé par vous qui êtes là, et je vous assure que c'est une sacrée émotion parce que vous êtes nos premiers juges. Vous êtes nos premiers juges en général. Voilà, quand le livre sort, c'est vers vous qu'on va et on attend votre avis. Et lorsqu'on a vos retours, on les goûte, on les déguste, on fait des cris de joie entre nous. C'est super. Donc c'est top de vous dire ça ce matin. Cette présentation est... C'est une maison où on publie peu, volontairement. Et en fait, finalement, ça rejoint l'air du temps, parce qu'on est dans une époque où on n'a pas envie de faire de gâchis, où on a envie de faire des choses bien, ce qui est notre cas. Et surtout, on fait des choses qui ont du sens. C'est-à-dire que nos 3 mots, c'est publier, partager, s'engager. Et s'engager, c'est super important pour nous, parce que si on est éditeur, c'est pour transmettre des émotions, bien sûr, mais c'est pour transmettre aussi des voix.
porter ces voix, porter des voix de l'époque qui s'engagent pour raconter ce monde qui change. Et notamment, on a toute une ligne féministe qui nous tient beaucoup à cœur. Et on accompagne aussi tous les mouvements de la société. Donc, on travaille en fiction et on travaille en non-fiction. Et on travaille aussi, on a un secteur psychologique qui est très important avec Christophe André et Mathieu Ricard. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Alexandre Julien. Et justement, je rebondis sur cette ligne féministe. L'équipe est composée entièrement de femmes. Et oui. Et la directrice est une femme. Et ça, c'est assez rare aussi pour le souligner. Donc, ça fait du bien, je pense, à l'édition française d'avoir une certaine mixité. Donc, merci Sophie. Et donc, vous me confirmez bien que l'équipe est totalement féminine. Est-ce que c'est un choix délibéré? Pas du tout. C'est qu'on sent, je ne sais pas, ça s'est passé comme ça un peu par choix. Cela dit, on a un homme qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps, un garçon, Alexandre, et qui a l'air de se plaire avec nous d'ailleurs. Non, mais c'est pas du tout délibéré. C'est pas du tout délibéré. On est bien entre nous. C'est très fluide. Mais c'est vrai que du coup, on est extrêmement sensible à ce mouvement de ce féminisme contemporain, qui est quelque chose d'important. L'affirmation de la vie des femmes, du pouvoir des femmes dans toutes les dimensions de leur vie, qu'on a envie d'accompagner. Et là, on sort par exemple un livre de Martin Winkler à la rentrée qui s'appelle C'est mon corps, qui est sur toutes ces questions que les femmes ont envie de se poser aujourd'hui pour avoir ce pouvoir face aux médecins sur leur corps et le choix de choisir leur santé. Donc, il y a un tas de choses comme ça. Je ne vais pas vous raconter tout notre programme, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de ligne qui va de la fiction à la non-fiction, à la psychologie. Il y a une sorte de fil rouge dans la maison. C'est drôle parce qu'on travaille de manière assez instinctive, en tout cas c'est mon cas, et finalement il finit par se dessiner une sorte de fil rouge, alors que ça s'appelle l'intuition. Et cette intuition, c'est quelque chose, on veut faire des choses extrêmement humaines. Quand on fait des essais, par exemple, on veut que les gens nous racontent d'abord pourquoi ils ont pensé ça dans leur vie et pourquoi ils en arrivent à être convaincus de cette idée-là. Donc c'est humain, c'est sensible, c'est aussi des livres qui vont vers le lecteur, ça c'est très important pour nous. On fait une littérature qui a envie d'embarquer le lecteur, c'est quelque chose d'important, on a envie de choses belles et accessibles aussi. Et on est très engagé dans nos actions aussi parce qu'on s'est aperçu un moment qu'on ne pouvait pas publier des gens comme Christophe André, Mathieu Ricard sans s'engager nous-mêmes. Alors on a des actions avec Fleury Moringis, avec voilà, un tas d'actions parallèles à notre métier d'éditeur qui est aussi une manière d'engager l'entreprise. Enfin voilà, une recherche de sens, globalement. Merci Sophie. N'hésitez pas Sylvie, Adèle et Marie à intervenir quand vous le souhaitez évidemment. J'ai des questions de Aurore. On y va Aurore? Bonjour, merci de m'accueillir dans ce ville. Je voulais savoir si jamais il y a un livre que vous voulez nous conseiller particulièrement pour commencer avec votre maison d'édition quand on ne connaît pas. Merci. Vaste sujet parce que très dur. Oui, c'est une très bonne question. Tous nos livres sont tellement choisis qu'on ne peut pas vous dire qu'on en a un que l'on préfère. Mais vous pouvez peut-être commencer à lire cette rentrée littéraire qui arrive, on peut vous l'envoyer, où il y a des romans qui nous embarquent, auxquels on croit énormément, et notamment un roman d'une auteure qui s'appelle Julia Kerninon, qui est l'auteure de Sylvie, dont Sylvie va vous parler. Et le titre, c'est Livre Maria. C'est un merveilleux roman, vraiment extraordinaire, sur l'identité d'une femme. C'est incroyablement fort, vous allez voir. C'est à la fois très intime et très romanesque. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot, Sylvie. Ben, oui. Alors, Julia Kerninon, c'est une jeune autrice qui a tout juste 33 ans, qui a né à son 5e roman. Et donc, comme l'a dit Sophie là, en préambule, je suis arrivée à l'Iconoclaste il y a peu de temps, en septembre dernier. Donc, vous savez, il faut du temps pour commencer à sortir des livres, il faut travailler les manuscrits. Donc, tout ce processus prend beaucoup de temps. Donc, Livre Maria va être un des premiers livres que je publie à l'Iconoclaste. Et j'avais découvert Julia Kerninon dans mon précédent travail d'éditrice au Rouergue. Donc, j'ai travaillé pendant 20 ans à la fois en adulte sur une collection de romans adultes qui s'appelle La Brune, et puis à la fois j'ai développé aussi toute une collection de romans pour adolescents. Donc j'étais à cette frontière qui à l'époque était très fermée et qui aujourd'hui est moins hermétique. On peut dire aussi qu'à l'Iconoclaste, par exemple, il y a un certain nombre de livres qui sont sur cette frontière jeune adulte, etc.
Et donc, Livre Maria, je l'ai découverte par la poste, comme on dit. Ça, c'est le miracle du métier d'éditeur. C'est-à-dire, on reçoit, à l'Iconoclaste, en ce moment, on reçoit entre 10 et 15 manuscrits par jour. Vous voyez, je crois que le confinement a permis à plein de gens de finir leurs manuscrits. Et donc là, c'est des vagues, des grosses vagues qui arrivent. Et donc, parmi ce lot, il y a 7 ans, j'ai trouvé le premier manuscrit de Julia Carninon, donc qui à l'époque avait, je ne sais pas, 24 ans, 25 ans. Et puis c'était un manuscrit qui était à la fois foutraque, je vais dire, extrêmement foisonnant, avec le personnage d'une écrivaine anglaise complètement recluse, etc. Et à la fois, ça c'est le métier d'éditeur, le regard qui permet de dire, en dépit de ce manuscrit mal foutu, trop abondant, pas bien dirigé, il y a un vrai talent derrière. Et c'est comme ça qu'on a publié ce premier roman-là de Julia Carninon, Rouergue, et qu'ensuite on a continué avec elle. Et quand j'ai quitté le Rouergue, l'été dernier, Julia Carninon a été draguée, on va dire, par tous les grands éditeurs parisiens. Et puis, voilà, et puis elle nous a suivis à l'Iconoclaste et elle publie la Livre Maria et on estime vraiment que c'est un livre qui va marquer la rentrée. Parce que Julia Carninon, dès l'origine, a une écriture absolument singulière, extrêmement forte. C'est-à-dire que comme je dis, quand je vois une phrase de Julia Carninon, je sais que c'est de Julia Carninon. Elle a une originalité folle et à la fois, c'est extrêmement littéraire et extrêmement lisible. C'est-à-dire qu'on tourne la page, tous ceux qui ont lu le livre jusqu'à présent ont été fascinés par cette très grande lisibilité, cette très grande force de ce portrait de femme. C'est ça, la prouesse d'un auteur, en fait, c'est de faire sentir les subtilités de l'intime sans qu'on sente jamais les efforts d'écriture. Et c'est la qualité de Julia. C'est fascinant, en fait. Vraiment, on pose la feuille, on a envie d'apprendre par cœur. D'ailleurs, c'est ce que disent les libraires en ce moment. On reçoit des tas de retours des libraires que moi, j'ai rarement vu en toutes mes années d'édition. On a un enthousiasme fou sur ce livre. Donc voilà, mais ça c'est aussi pour vous parler de l'actualité. Mais si on revient en arrière, il y a des tas de livres. Moi, il y a L'Intranquille de Garouste et Julie Pérignon que j'adore absolument. Et puis, il y en a j'aime beaucoup Même les monstres, qui est un texte très engagé d'un avocat qui dit comment fait-on pour défendre même les monstres. Et c'est un texte bouleversant. Enfin, il y en a plein. Sinon, ça va durer 3 heures si je commence. Et le grand succès de l'Iconoclaste, c'est bien sûr, il y a maintenant 2 ans, La vraie vie d'Adine Dieudonné, qui était aussi la découverte d'un premier roman. Ça, vous en avez peut-être entendu parler un peu partout parce que le succès a duré, on appelle ça l'effet de long seller, puisque c'est un livre qui vient de passer en poche là, fin mai, mais qui, pendant des mois et des mois, s'est excessivement vendu à circuler, énormément de coups de cœur de la presse, des libraires. Et ça, c'est un peu les grandes joies et les surprises de l'édition, un premier roman qui arrive et qui embarque en fait tous les lecteurs. Et Marie, quant à toi, est-ce que tu as un coup de cœur particulier? Moi, mon incontournable, je dirais Jean-Baptiste Andréa, qui a été découvert avec Marraine et qui est sorti à la rentrée dernière 100 millions d'années et un jour, et qui a cette thématique de l'enfance qui revient du coup, pour l'instant dans ses 2 premiers livres et qui est très bien abordé avec tout l'imaginaire foisonnant qui va avec. Et c'est aussi des romans très sensibles. Donc, moi, c'est mon grand coup de cœur que je vous recommande absolument. Et on travaille avec Sophie sur son 3e roman, qui est aussi un roman d'enfance avec toute la tristesse et à la fois toute la poésie de ce moment-là. Isabelle? Bonjour à toutes, merci d'être venues si nombreuses pour nous parler de votre maison d'édition. Quand vous dites que vous publiez peu de romans, très peu, en fait, nous, depuis quelques temps, là, on voit pas mal de petites maisons d'édition. Et du coup, c'est combien de romans par an, par mois? C'est variable, j'imagine, mais… Bien sûr, c'est 3 en rentrée littéraire, voire 4, mais pas plus, parce qu'en fait, comme chacun des livres de cette rentrée qui arrive est tellement fort qu'on ne voit pas comment en glisser un 4e. En fait. Et aussi, on a envie que chacun vive. Et si vous en publiez trop, il y a forcément des morts au passage. Donc, on a envie de laisser la place à chacun. Et la rentrée littéraire, c'est vraiment comme le Festival de Cannes pour nous. C'est le moment le plus important. C'est là où on va présenter les coups de cœur, les livres importants. C'est
c'est le grand moment. Et cette rentrée, on la prépare beaucoup, on la prépare avec ses contrastes aussi. La rentrée, elle a des livres très contrastés cette année, des univers très contrastés, des voix très contrastées, mais chacun de ces livres est complètement abouti, travaillé à fond. Et donc, en fait, c'est 3-4 livres à la rentrée. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle une rentrée de janvier, au début d'année, dans lequel on a à nouveau 3 livres. Donc, en gros, c'est 6 plus 2 au printemps. C'est pas beaucoup, hein, ça fait 8. Et là, on lance une nouvelle ligne de littérature, disons, d'aujourd'hui, entre guillemets, qui s'appelle l'iconopop et qui s'inspire de ces écritures qui viennent d'Instagram, qui viennent du rap et du slam, et qui viennent aussi de nos habitudes maintenant de l'audio. Donc des écritures très sonores, très rythmées. Et cette ligne iconopop, elle va publier des textes brefs, intimes, percutants, qui vont épouser toutes les formes en fait. Ça va aller de la poésie au récit, au cri de colère, engagé. Et on publie les 3 premiers titres en octobre. C'est des livres plus courts, 80 pages, mais c'est aussi une forme de littérature. Elle apporte les mêmes émotions que la littérature, simplement c'est plus court, voilà, ça correspond aussi à l'ère du temps. C'est des écritures, des tons d'aujourd'hui qui sont crus, qui sont engagés, qui sont sans tabou. Et c'est formidable aussi. On va décliner ça sur les réseaux sociaux, en audio et sur scène. À Paris avec les 3 Baudets, on va tourner aussi, bien sûr, en dehors de Paris, dans toutes les villes de France avec ces auteurs-là. Et le premier auteur de cette série, c'est Mathias Malzieu. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il a publié chez Albin Michel. Et là, il va être un des premiers à publier dans cette série parce que par ailleurs, il est chanteur dans le groupe des Mésos. Il va tourner à la rentrée et dire sur scène son texte. Et la collection paraîtra le 7 octobre en librairie. Merci Adèle. Hélène, c'est à toi. Oui, bonjour. Mais je crois que ma question a été plus ou moins répondue, mais parce que c'était autour de la rentrée littéraire et du nombre de livres. Mais je voulais aussi savoir, du coup, vu que vous publiez peu, comment vous faites votre choix? Est-ce qu'il y a une sorte de comité d'édition pour justement choisir ces pépites que vous voulez mettre en avant? On n'a pas trop de... Non, en fait, c'est un choix qui va des éditeurs et je dirais... un peu comme que moi je donne le final cut, c'est vrai, j'avoue. Et finalement, c'est de l'instinct. Et cet instinct, cette intuition, elle peut pas se définir avec des mots particuliers en fait. Elle finit par dessiner quelque chose qui s'appelle la littérature de l'iconoclaste, qui est une littérature, je pense, incarnée par des auteurs jeunes, qui aussi sont capables aujourd'hui de vous parler, non seulement à travers leurs livres, mais aussi en podcast, en audio, sur scène. Ça, c'est très important aujourd'hui pour nous de faire vivre la littérature, comme on appelle ça, à 360. Et c'est une volonté aujourd'hui de faire une littérature qui parle au lecteur de juin 2020 et qui parle aussi de la France d'aujourd'hui, qui nous embarque très fort. C'est un peu ça la littérature à l'iconoclaste. Et quand par exemple, si vous prenez des maisons comme l'Olivier, comme POL, en fait, c'est des maisons qui, à chaque fois, il y a eu à la tête Olivier Cohen ou Paul Lorrain. Et en fait, à chaque fois, c'est des gens qui finalement sont à la tête de ces maisons et donnent leur ligne, comme les éditions de Minuit, par exemple. À chaque fois, il y a une sorte de goût à chaque maison. Il y a un goût qui s'exprime, qui est celui finalement qui donne le final cut, qui est celui qui dirige la maison. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, Sylvie, mais c'est aussi, tout vient de toi aussi, de Julia. Voilà, vous apportez les choses, vous les... Oui, il y a un truc. D'abord, on a beau recevoir énormément de manuscrits ou connaître des auteurs, chercher, etc. Trouver le manuscrit qui va vraiment trouver sa place au sein de l'iconoclaste. Par exemple, comme l'a dit Sophie, pour une rentrée, on cherche aussi des voix différentes. Donc, c'est aussi un cocktail qu'on cherche. C'est-à-dire que là, les 3 livres que l'on va publier à cette rentrée, ils sont extrêmement différents. Et c'est aussi une nécessité éditoriale. C'est-à-dire qu'on ne pense pas livre individuellement, mais on pense sortie collective. Donc, on montre aussi une palette éditoriale dans chaque rentrée, depuis que l'iconoclaste a une vraie rentrée littéraire, c'est-à-dire c'est la 5e année, il y a à chaque fois un cocktail qui est conçu. Donc ça, effectivement, ça ne se met pas en mots, ça ne se met pas en ligne, ce n'est pas un algorithme qui va vous le définir, c'est beaucoup d'instinct, mais c'est aussi le hasard et la nécessité, c'est-à-dire que
on trouve des manuscrits que l'on a vraiment envie de défendre, et ensuite on voit la mécanique se mettre en place dans l'ensemble des publications de l'Iconoclaste. En fait, c'est compliqué. Alors là, on a le sentiment cette année, comme les années précédentes, que ça marche très bien, c'est-à-dire que l'association des 3 auteurs dont on va vous parler marche formidablement bien parce que la palette est extrêmement large et à la fois il y a une identité iconoclaste qui s'en dégage vraiment. Mais voilà, c'est ce travail-là de recherche, de travail, de lecture, de manuscrits pour trouver le bon, quoi, aussi. Donc, c'est un métier de chercheur d'or, on dit. On cherche la pépite, quoi. Et la pépite, ben, quand on la trouve aussi, il faut la faire, il faut la polir, il faut la monter et puis il faut la mettre dans une collection, quoi. Et le tamis est assez gros. Non, il est fin. Non, il est fin, il est très fin. Il est très fin parce que quand je vous dis qu'on en reçoit en ce moment à l'Iconoclaste 10 à 15 manuscrits par jour, simplement par les mails, aussi des manuscrits qu'on peut nous apporter, des gens qu'on connaît. Là, par exemple, on a publié on publie un premier roman en rentrée. Le prochain premier roman va peut-être arriver dans 1 an, vous voyez. Donc, ça veut dire qu'on balaye des milliers de manuscrits avant de trouver, par exemple, un premier roman que l'on aura envie de publier. Mais c'est le cas dans toutes les maisons aussi. Stéphanie ? Oui, bonjour. Alors moi, je voudrais revenir sur le nom en fait de votre maison d'édition que je trouve vraiment très original et qui, avant même qu'on ait lu le moindre livre, donne envie de tout lire. Parce que justement, je trouve que ce qui est intéressant, c'est ce qui sort des sentiers battus. Donc, je pense que c'est un peu ça ce que ça veut dire, l'iconoclaste. Mais je me demandais si c'est la même chose pour un auteur d'être iconoclaste que pour un éditeur. C'est-à-dire pour un auteur, c'est peut-être justement casser les icônes, essayer peut-être de régler certains comptes, ou, enfin, je ne sais pas trop. Et pour un éditeur, c'est peut-être aussi choisir une forme d'écriture différente ou essayer peut-être de proposer des choses qui ne sont pas éditées par tout le monde. Et je me demande si les deux se rejoignent toujours facilement. Enfin voilà, je voulais votre sentiment sur ce choix de nom très original et très prometteur. C'est gentil, merci beaucoup. En fait, iconoclaste, dedans, il y a le mot icône qui veut dire image. Chez nous, il y a quelque chose d'important, en fait, c'est le visuel. Nos livres sont un peu comme des visuels, c'est vraiment des objets, c'est extrêmement travaillé. On attache beaucoup d'importance au livre. Il y a quelque chose de magique dans le livre. Avoir un livre entre les mains, c'est juste magique. Et pour nous, l'objet est super important. Après, il y a la signification, effectivement, de ce mot iconoclaste qui veut dire on sort des sentiers battus. Oui, on sort des sentiers battus et en fait, on pourrait plutôt nous définir comme des gens intranquilles, c'est-à-dire qu'on est tout le temps sur la brèche en train d'écouter l'écho du monde et de se demander comment on peut raisonner avec cet écho du monde, comment on peut vibrer nous aussi, proposer des choses qui vont être fidèles à ce qu'on entend comme appel dans ce monde, et un peu aller de l'avant comme on fait avec Iconopop là. Tout le temps se renouveler en fait, tout le temps s'inventer, tout en étant finalement extrêmement attaché à ce qui fait la tradition magnifique de ce métier, qui est de publier des textes avec des mots qui sonnent, un goût de la littérature absolue, un goût du texte, et même quand on fait de la non-fiction, on travaille les textes comme des fous en fait. Et on aime ça et on aime l'objet, et ça c'est un métier d'éditeur qui existe depuis que l'édition existe, donc en fait il y a quelque chose de très traditionnel là-dedans et de pas très iconoclaste. Du côté iconoclaste, c'est le rapport entre ce métier très traditionnel et cette envie qu'on a tout le temps d'inventer, de sortir la littérature de ses ornières, d'aller vers le monde, aujourd'hui de faire une littérature qui va se décliner en audio, sur scène, et surtout d'aller vers le lecteur dans ses envies d'aujourd'hui, parce que le lecteur aujourd'hui, il a envie aussi qu'on lui parle avec son iPhone. Voilà, on est tous entre deux mondes en fait. Et c'est cet écartèlement-là qu'on aime nous aussi. Séverine ? Bonjour. Vous ne publiez pas, ou alors très peu, ou j'ai pas vu, de littérature étrangère. Donc, je voulais savoir pourquoi. Et finalement, il y a peu de maisons qui font ce choix. Donc, voilà. Oui, alors ça, c'est vraiment important. Effectivement, j'aime travailler les textes avec les auteurs. J'aime trop la littérature pour avoir envie de découvrir un texte une fois qu'il est traduit.
Et j'aime cet accompagnement de l'auteur français, donc. Voilà, j'aime ce côté très relationnel, très humain, ce rapport très charnel au texte et qu'on n'a pas en littérature étrangère, parce qu'en littérature étrangère, finalement, on achète un texte, on le traduit et on a assez peu de contact avec l'auteur. Donc, c'est ce contact-là que j'aime, ce contact avec le texte. Je trouve ça beaucoup plus... voilà, moi, je le sens comme ça. Je ne sais pas, Sylvie, ce que tu dirais. Oui, oui, enfin, oui, Et puis, vous savez, la littérature étrangère, en France, on en publie énormément. On est quasiment le pays au monde où l'on est le plus curieux de ce qui s'écrit ailleurs et de ce que publie ailleurs. Donc, quand on entre dans une librairie française, il y a une table française et puis il y a une table étrangère. Et donc ça, c'était fascinant dans notre pays d'être aussi ouvert aux littératures étrangères. Mais c'est vrai que ça demande un goût particulier, c'est-à-dire, c'est vrai que c'est mieux de parler, par exemple, la langue, c'est mieux d'être en contact direct, de ne pas passer par trop d'intermédiaires, etc., quoi. Mais comme Sophie, moi j'aime le travail sur le texte. Donc le travail sur le texte, il se fait avec l'auteur français, l'auteur qu'on peut voir, avec lequel on va se mettre à une table, avec le manuscrit et avec lequel on va travailler parfois pendant des heures, des jours, etc. Donc ça, moi c'est ce que j'aime dans le métier, voilà. Et Sophie aussi, donc d'où Ça c'est beaucoup plus facile d'ailleurs de faire de la littérature étrangère, parce qu'en fait c'est un métier quand même, enfin, d'une certaine manière, il faut avoir beaucoup de flair, hein, mais d'une certaine manière plus facile, puisqu'on traduit, hein, donc on n'a pas toute cette élaboration que nous avons. Et puis il y a une aventure avec l'auteur, en fait. On découvre un auteur comme Jean-Baptiste Andréa, on va l'accompagner de livre en livre, on va le voir évoluer, on accompagne ses inquiétudes, ses questions, enfin c'est passionnant. Alicia? Bonjour à toutes, quasiment toutes et tous. Moi, je reviens du coup sur la question du féminisme et on a beaucoup parlé du mot voix, les voix. Moi, j'ai découvert la maison avec Adeline Dieudonné et Cécile Coulon et j'y ai trouvé un peu une violence, mais dans le bon sens du terme. Et je voulais savoir si vous voyez, vous qui voyez passer autant de manuscrits, une voix française, une voix féminine française se dessiner. Et si oui, est-ce qu'elle est dans cette veine d'Adeline et Cécile? C'est pas évident, je ne sais pas ce que tu en penses, Sylvie, mais c'est vrai que de Julia Kerninon, qui est la voix féminine qu'on publie à la rentrée, et Adeline Dieudonné, il y a un monde en fait. On ne peut pas dire que ce soit deux voix féminines qui se ressemblent en fait. Ce qui est sûr, c'est que vous avez raison, La Bête au paradis et La vraie vie ont une sorte de violence en commun. Mais je pense que c'est pas. On peut pas généraliser en fait. Enfin, je pense pas. Qu'est-ce que tu dirais, Sylvie? Non, alors moi, ce que je dirais, c'est que c'est effectivement une jeune génération de femmes autour de la trentaine, et que ces femmes-là prennent la parole, écrivent beaucoup. On sait aujourd'hui, par exemple, on voit que dans cette rentrée, on a eu les chiffres de publication de la rentrée, là, et on voit que sur les premiers romans, il y a un livre sur deux qui est écrit, un premier roman sur deux qui est écrit par une femme, donc il y a une vraie émergence d'une génération d'autrices. Ce que dit Julia Kerninon, par exemple, c'est vrai que ces livres n'ont pas la violence, même dans ses personnages ou dans l'action de ceux d'Adeline Dieudonné ou Cécile Coulon, mais elle revendique cette volonté d'avoir des héroïnes féminines dans ses romans. Dans tous ses romans, il y a une héroïne féminine qui n'est pas une victime. Elle nous dit qu'est-ce que nous a transmis la littérature française, par exemple, du 19e siècle, qu'on peut adorer, c'est que les femmes sont souvent des victimes ou alors des personnages pas forcément puissants. Et elle dit, moi, ma volonté, et c'est pour ça qu'elle dit, moi, j'ai aussi elle est très formée par la littérature américaine. Et elle dit, dans la littérature américaine, il y a comme ça des femmes puissantes, quoi, des femmes aventurières, des femmes dont on suit les trajectoires. Et elle s'inspire de ça. Et elle dit, aujourd'hui, on a aussi besoin de lire comme ça des portraits de femmes libres. Et dans le livre Maria, c'est ce qu'elle nous donne. Elle nous donne un portrait de femme depuis sa naissance jusqu'à sa quarantaine, une femme qui va prendre différentes métamorphoses, on va dire,
parfois contradictoire, jusqu'à devenir mère, etc., mais qui va assumer à chaque pas de son existence sa liberté et sa puissance, quoi. C'est-à-dire et sa volonté d'aller de l'avant. Et Julia Kerninon l'exprime, enfin nous on a fait un certain nombre de rencontres par web binaire, bien sûr, vu le confinement avec des libraires, et elle affirme ça, elle dit, voilà, moi en tant que femme, je veux aujourd'hui que dans le roman, on voit ces portraits de femmes-là qui émergent, parce que ce sont effectivement des modèles pour les jeunes générations. Donc voilà, ça peut être, voilà, aussi c'est pour ça que, et c'est vrai qu'il y a la ligne non-fiction féministe que développe une des éditrices de la maison, Charlotte Rothman, mais il y a aussi côté littérature ces figures-là de femmes, et on pourrait dire, même s'il n'y a rien d'orchestré, rien d'orchestré bien sûr, puisqu'on ne peut pas orchestrer ça, on ne peut pas orchestrer la fiction, il y a en tout cas voilà, une sorte de cohérence entre les deux pans, fiction et non-fiction dans la maison. Naomi? Bonjour à tous. Alors, moi, je découvre la maison d'édition. Vous m'entendez? Oui. Donc, que je ne connaissais pas du tout. Et ce qui m'a frappé en regardant cette liste d'auteurs, c'est d'une part la provenance des auteurs, parce qu'on a des auteurs donc très contemporains qu'on ne connaît pas, qui vont faire une première entrée littéraire. Et à côté de ça, on a des auteurs un peu plus installés, je dirais, comme Antoine Compagnon, Timothée de Fombelle ou Christian Bobin. Donc, ma première question est comment parvenez-vous à trouver un équilibre, un juste équilibre entre dénicher des auteurs nouveaux et aller rechercher, si je puis m'exprimer ainsi, des auteurs déjà assez implantés? Et ma deuxième question pour prolonger celle-ci, elle concerne finalement le choix que vous faites en termes de genre, parce que je m'aperçois que finalement, vous mettez un peu à mal, si je puis me permettre cette expression un peu maladroite, le triptyque aristotélicien, roman, poésie, théâtre. On a beaucoup d'œuvres hybrides qui mélangent par exemple l'épistolaire avec le roman, de la poésie avec du roman. On a Antoine Compagnon qui va publier des manuscrits de la BNF, ce qui n'est pas finalement si courant que ça. Donc, pensez-vous qu'aujourd'hui, pour la littérature contemporaine, il est fondamental d'avoir des œuvres hybrides pour pouvoir dire le réel d'aujourd'hui? Alors, la première question est intéressante. Alors, il faut savoir que vous serez noté à la fin pour cette question, hein, évidemment, Naomi. Voilà. Ouais, toujours des questions très philosophiques. Très, très fortes, très, très fortes. Donc, la première question est intéressante parce qu'effectivement, tout l'enjeu d'un éditeur, c'est de constituer un catalogue d'auteurs et d'avoir des auteurs qu'il découvre. Donc, ça, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qu'on fait avec Adeline Dieudonné, Mathieu Palin, Jean-Baptiste Andrea et les auteurs de cette rentrée. Si vous trouvez dans la liste effectivement d'iconoclastes Christian Bobin, Antoine Compagnon, c'est que ce sont des auteurs que nous aimons énormément, qui nous ressemblent et qui sont cohérents par rapport à la ligne éditoriale et qui vont faire chez nous un pas de côté. En l'occurrence, Christian Bobin est quelqu'un avec qui j'ai entretenu une longue correspondance et on a fini par une amitié et il a fini par me confier quelques livres que je suis très fière d'avoir publiés, notamment L'Homme Joie qui a fait gros score, 100 000 exemplaires, un gros succès. Et Christian a pour premier éditeur Gallimard, et il dit en s'amusant, mon deuxième éditeur, ça peut être l'Iconoclaste de temps en temps. Donc Antoine Compagnon, c'est un livre qu'on a fait avec la Bibliothèque nationale à l'occasion d'une coédition ensemble. Et ça peut faire venir des auteurs qui ne sont pas du tout de l'Iconoclaste, qui signent un projet qui est aussi pour la Bibliothèque nationale. En l'occurrence, c'était les manuscrits de la Bibliothèque nationale. Voilà, pour expliquer pourquoi est-ce que parfois vous allez trouver des auteurs qui effectivement ne sont pas nos auteurs en première instance, mais qui viennent faire un pas de côté parce qu'il y a un projet, soit collectif, soit en coédition, qui justifie le fait qu'ils viennent pour un temps, pour un moment très court, être publiés par l'Iconoclaste. Mais vraiment, l'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir nos propres auteurs, notre catalogue d'auteurs, d'être une maison d'auteurs. C'est hyper important. Et la deuxième question, qui est très intéressante aussi, moi j'aime l'hybride et le mélange, pourvu qu'on reste dans le mot, dans la littérature et dans la qualité. Et je pense qu'on peut se permettre aujourd'hui, et d'ailleurs on l'a vu chez Pontus, de faire un roman en vers libre. On peut se permettre de mélanger les genres, on peut se permettre d'écrire une lettre dans un livre qui s'appellera roman. On peut se permettre de mener une enquête comme David Le Bailly, tu vas en parler Sylvie, dans un livre qui s'appelle roman aussi. Et donc tout ça, ça reste de la littérature, parce que la littérature, c'est très important, c'est ce sentiment de rester littéraire. Après, les formes, pour moi, c'est intéressant aussi qu'elles soient libres et ouvertes.
Et on a une époque qui mélange les genres, qui aime mélanger les genres. Voilà, dans la chanson, il y a de plus en plus de vrais textes. Enfin, il y a toujours eu des vrais textes, mais vous voyez, les genres se mélangent dans l'art. Nathalie? Bonjour. Avant ma question, déjà, je voulais vous remercier parce qu'il y a beaucoup de livres et d'auteurs que j'ai découverts grâce à vous. Bazar de Julien Cabossel, moi, ça reste, voilà, quoi, c'est un super méga souvenir. Christophe André m'a sauvé la vie pendant le confinement. Même Le Monstre, je vais le faire étudier cette année à mes élèves. Donc, voilà, déjà, merci beaucoup pour toutes ces voix que vous faites justement émerger régulièrement. Et à chaque fois, j'ai une nouvelle pépite que je découvre chaque année. Et justement, je voulais savoir comment vous accompagnez dans la durée justement les auteurs, comment concrètement en fait vous faites émerger ces voix sur les romans et comment On les accompagne, on accompagne leur création avant tout, c'est-à-dire que on essaye de comprendre leur singularité, ça c'est très important. Et nous sommes exactement comme un metteur en scène avec un acteur. C'est-à-dire, si l'acteur est doué, si on sent que l'acteur est doué, c'est pour ça qu'on le choisit d'ailleurs, on va lui apprendre, un metteur en scène apprend à un acteur à ce que sa voix porte mieux. C'est exactement ça notre rôle d'éditeur. On n'est pas auteur à la place de l'auteur, on est juste accompagnateur, porte-voix, et on va faire en sorte que l'auteur affirme son talent tout du long d'un roman à l'autre, en fait. Et c'est pas facile parce que parfois, un auteur peut aussi avoir des moments de creux, en fait, et faire des choses moins bien. Et c'est là où c'est moins facile comme relation, parce qu'il faut qu'on lui dise, il faut qu'on l'accompagne, il faut qu'on arrive justement à, comme nous tous dans la vie, on a des moments de creux et des moments de haut, et à ce qu'on le tienne par la main quand même. Martine? Oui, bonjour. Sophie, vous avez insisté à plusieurs reprises sur l'objet livre, à quel point vous preniez soin du livre. Et j'aurais aimé que vous reveniez là-dessus, notamment sur le graphisme de vos livres. Est-ce que vous travaillez avec des graphistes attitrés? Comment se fait le choix des couvertures, notamment des photos? Il y a souvent des photos sur les couvertures. Est-ce que l'auteur a son mot à dire ou pas du tout? Vous choisissez entre vous. Merci. Alors, merci beaucoup. On a la chance de travailler avec un directeur artistique qui est le meilleur, à mon avis, sur la place de Paris, sinon du monde entier, qui s'appelle Quentin Leeds, qui a créé la grille de Libé, il a travaillé sur la grille du Monde. C'est un grand directeur artistique. Il avait créé sur la revue 21 aussi, et 6 mois. Et j'ai la chance qu'il ait créé beaucoup de lignes à l'Iconoclaste et qu'il soit notre directeur artistique attitré. Donc, il a créé cette ligne originale de la littérature. Il vient de créer la ligne de non-fiction. Et là, il vient de créer la ligne de l'iconopop. C'est lui qui a créé le logo aussi. Anthony, vous avez le logo qui est affiché derrière vous avec la goutte, l'iconoclaste. Je ne pourrais pas vivre sans lui. J'avoue qu'on a une sorte de complicité incroyable. J'ai un respect fou pour lui. Et il prolonge nos idées en graphisme. Enfin, c'est vraiment merveilleux pour nous tous. Après, le choix des photos, on réfléchit beaucoup à ce que le sujet, comment exprimer le sujet et comment aussi, un livre, c'est comme une affiche de film en fait. Il faut juste que sur la table du libraire, il soit attirant et que sur la table des libraires, il donne envie d'aller vers le roman comme une affiche de film donne envie d'aller voir le film. C'est ça. Et on travaille énormément les couvertures, énormément les photos. Je crois que pour le livre mariage, j'ai dû faire, je pense que 3 iconoclastes ont dû mourir de chagrin. Et je ne sais pas si aujourd'hui ils sont encore en vie. Oui, on aurait pu faire un mur de couverture avec les différents essais autour de Livre Maria. Et par exemple, là, on est en train de travailler sur les livres de janvier, février, mars. On a commencé, on a vu Quentin Leeds, on lui a parlé des livres, on lui a raconté l'histoire. Je crois que dans sa tête, ça fait naître des images aussi. Il commence à s'imbiber du texte, mais comme ça, par image. Et ensuite, on parle à une iconographe aussi du livre et elle va essayer de trouver des images. Et ensuite, Quentin réfléchit aussi. Voilà. Et c'est vraiment aussi là quelque chose qui se fait en collectif, qui est aussi très instinctif aussi. On regarde les couvertures et on sent si quelque chose se passe ou pas. Par contre, il ne lit pas les livres. Hein. Il ne lit pas les livres. Vous lui en faites il les lit.
Oui, on lui transmet. Et l'iconographe aussi parfois regarde le livre, on lui donne au moins des extraits, tout ça pour sentir un livre, parce que un livre, ça se sent, c'est pas simplement une histoire, c'est aussi une atmosphère. Voilà, et puis on prend la décision d'aiguillage. Par exemple, même Les Monstres, puisque vous le citiez, Nathalie, c'est un livre qui était super compliqué en fait à illustrer parce que on ne va pas mettre un prétoire d'assises, c'est banal, ça dit rien à tout le monde. Et en fait, il a eu ce côté absolument génial de faire un collage avec une robe d'avocat, mais en vrai, le résultat est juste magnifique. Il est minimaliste et il exprime tout ce que dit le livre. Donc ça, c'est Quentin. Entièrement d'accord avec vous pour même les monstres. Martine, tu avais peut-être une deuxième question? Tu as relevé la main. Oui, c'était pour revenir sur votre rentrée littéraire, parce que vous nous avez beaucoup parlé du roman de Julia Carninon. Moi, j'étais très, très intriguée par l'autre Rimbaud, que vous allez publier aussi à la rentrée. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu, s'il vous plaît? Alors, oui, on pourrait commencer par la couverture, si tu peux montrer la couverture, parce que là aussi, Quintin Lys a fait un travail absolument dingue. Alors, si vous voulez, c'est un livre autour de la famille Rimbaud, plus particulièrement autour du frère aîné d'Arthur Rimbaud, que peu de gens connaissent et qui a été complètement oublié par les biographes. Alors, la première photo qui existe d'Arthur Rimbaud, c'est cette photo-là que vous voyez en couverture. Arthur a 12 ans, c'est sa communion, excusez-moi. Et sur la photo d'origine, en fait, on voit que Rimbaud, là, et vous voyez une ombre orange qui est à ses côtés, à droite, qui le surmonte d'ailleurs, qui a l'air plus grande. Et sur la photo d'origine, en fait, il y avait aussi son frère aîné, Frédéric, qui avait 1 an de plus que lui. Et les deux frères ont été très longtemps très liés jusqu'à ce qu'ils deviennent, jusqu'à ce qu'ils soient considérés comme un raté de la famille et complètement exclu. Alors, à l'intérieur du livre, en deuxième de couverture, on montre la photo d'origine, donc les deux frères complètement liés, tous les deux en habit de communiant. Et en troisième de couverture, si tu peux montrer, Adèle, on a la clé de l'histoire, c'est-à-dire qu'on ne retrouve plus que la photo cadrée d'Arthur Rimbaud. Et là, vous ne le voyez pas à l'écran, mais vous le verrez dans le livre, c'est qu'on voit sur le côté droit, là, des rayures, comme on pouvait le faire sur les originaux à l'époque. On retouchait les images et on pouvait faire disparaître des personnages. Alors, vous savez que, par exemple, en Union soviétique, ça a été une pratique très courante. On faisait disparaître les gens au fur et à mesure des groupes lorsqu'ils étaient exclus et déportés. Mais là, si vous voulez, on explique comment la famille Rimbaud a d'elle-même, même sur les images et ensuite sur la correspondance, exclu ce frère de toute la mythologie familiale autour d'Arthur Rimbaud. Alors c'est un livre, comme l'a dit Sophie, c'est un livre très particulier. C'est un livre à la fois enquête et à la fois roman. L'auteur David Le Bailly est journaliste à l'Obs, donc il a l'habitude de ce travail d'enquête. C'est pas un Rimbaldien comme il le dit. Il dit bon, mais moi j'ai étudié Rimbaud à l'école comme tout le monde, mais rien de plus. Je suis pas un dingue de Rimbaud. Mais en fait, il découvre un jour qu'Arthur Rimbaud a eu un frère. Il le savait pas. On est nombreux à ne pas savoir qu'il avait ce frère aîné. Et il se dit mais qui était ce personnage-là? Et il va mener l'enquête. Alors, vous savez, Arthur Rimbaud était originaire de Charleville-Mézières. À Charleville-Mézières, il y a encore beaucoup, beaucoup d'archives. Il va aller fouiller dans les documents, il va ouvrir des cartons et il va découvrir des documents, notamment des lettres familiales qui n'ont jamais été exploitées, bizarrement, alors qu'il existe des centaines de livres sur Arthur Rimbaud. Et là, il va mettre à jour l'existence de ce frère et les raisons qui ont fait que ce frère-là a été complètement exclu de son vivant par la famille et ensuite complètement oublié des biographes. Donc, il fait ce travail d'enquête et ensuite, il faut donner une chair à ce Frédéric-là qui était un type considéré comme un domestique. Il conduisait des omnibus, comme on dit, c'est-à-dire qu'il récupérait des colis à la gare d'Attigny, qui est une petite gare près de Charleville-Mézières. Il les transportait, il allait livrer. C'était un livreur d'aujourd'hui, enfin un livreur de ce temps-là, quoi. Et cet homme-là, Frédéric, donc a grandi auprès de son frère, avec qui il était très lié. Ils ont fait leurs études ensemble. Simplement, l'un est devenu très jeune, ce génie-là, ce poète encensé très jeune. Et lui est resté domestique toute sa vie, a fait des enfants, s'est marié avec une femme qui était d'origine très populaire.
et a été pour cette raison exclu aussi de sa famille, parce que je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la famille Rimbaud, qui est absolument dingue, c'est-à-dire que la mère, Vitalie Cuif, était une propriétaire terrienne très près de ses sous, très catholique, très voulant maintenir la réputation de la famille. Et Frédéric, comme on dit, faisait tâche dans le tableau. Donc on voit que sur la couverture, Quentin Lys, par exemple, a complètement saisi cette idée et il a fait de Frédéric une ombre oubliée. Il a mis en scène l'histoire du livre. Et ça vous verrez le jour où vous aurez le livre en main, il sort le 19 août, vous verrez à quel point cette couverture est une ouverture incroyable qui synthétise absolument tout ce que vous allez trouver dans le livre. Et ce livre-là, donc ensuite, comme je vous l'ai dit, David a donné de la chair à ce personnage et l'a reconstitué de façon romanesque, entre guillemets. C'est-à-dire tout ce qu'il raconte de la vie de ce frère-là et de la famille Rimbaud, tout ça c'est avéré, puisque c'est issu de sources, des biographies et des documents qu'il a pu trouver, des documents inédits. Mais à la fois, il reconstitue la jeunesse des deux frères, son mariage, comment il assurait son travail de domestique, de conducteur d'omnibus, etc. Et donc, ça donne ce roman hybride dans lequel il lui donne une forme très contemporaine parce qu'il glisse sa voix entre les chapitres. Il glisse sa voix de David Le Bailly nous parle et nous raconte comment il mène son enquête. Il va jusqu'à retrouver des descendants de la famille de Frédéric Rimbaud. Donc ça, c'est assez dingue du côté de l'anecdote. Et il nous raconte aussi pourquoi ce personnage le fascine. Il faut se dire que lorsqu'un écrivain s'attache à un personnage réel, il y a forcément quelque chose qui résonne en lui de ce personnage-là. Et David Le Bailly nous explique comment lui, même en tant que journaliste, il a toujours été fasciné par les vies ratées, entre guillemets, les personnages oubliés. Et que Frédéric Rimbaud est un personnage d'autant plus formidable dans sa dimension ratée qu'il est le frère d'un génie, d'une mythologie incroyable qui tient toujours, quoi. Rimbaud, c'est le poète français par excellence, quoi. Donc voilà, c'est une reconstitution d'une vie absolument bouleversante. On redécouvre aussi Arthur Rimbaud, parce qu'Arthur Rimbaud, la mythologie, c'est bien, mais il faut aussi aller derrière, et voir comment ce poète a participé à l'élimination de son frère. Donc c'est aussi dramatique, quoi. C'est une machination familiale qu'il nous raconte, comme dans toutes les familles, il peut y avoir un des membres qui est considéré comme pas assez bien dans le tableau et qui va toute sa vie être exclu du tableau, justement du tableau familial. Donc là, c'est aussi un destin incroyable qu'il nous révèle. Difficile de ne pas lire ce livre après cette description. Difficile. Non, mais voilà, c'est un livre à la fois sur le patrimoine, on pourrait dire à nouveau un livre sur Rimbaud et tout ça, mais en fait, il a une forme contemporaine qui nous a une forme très contemporaine, à la fois enquête, à la fois roman, à la fois, comme on dit, voilà, la voix de l'auteur se mêle à ça. Donc, la forme même est extrêmement contemporaine et nous a beaucoup plu avec Sophie. Beaucoup plus parce que ça sort de l'ordinaire. C'est iconoclaste. Là, c'est vraiment un livre iconoclaste sans faire un jeu de mots facile et tout ça. Agathe, alors il faut allumer ton micro. Voilà, c'est bon. Désolée. Justement, ça tombe bien que je passe juste après ça parce que justement, j'ai envie de rebondir sur ce côté un peu journalistique de l'autre Rimbaud. Moi, je ne l'ai pas lu, mais ça me fait vraiment penser à ce qu'on peut appeler du narrative journalism dans le monde du journalistique. Et justement, j'ai remarqué que vous avez beaucoup d'ouvrages qui traitent justement qui sont un peu hybrides entre donc, la littérature et le journalisme. Je pense notamment à Sale gosse de Mathieu Palin. Dans un autre registre, on pourrait mettre Celle qui attend de Camille Zabka parce que elle n'est pas journaliste, mais ça quand même relève du fait divers. Et donc, ma question, c'est justement comment gérer cette hybricité, je ne sais pas si ça se dit, entre la littérature et le journalisme, parce que ce n'est pas comme, par exemple, la poésie et le théâtre ou le roman et la poésie. C'est vraiment le journalisme, ça pourrait faire sortir justement le livre du cadre de la littérature. Il y a un risque que ça glisse. Et là, vous, du coup,
en rentrant dans ce domaine, justement, vous pouvez empiéter sur, empiéter sur un autre domaine et il y a un risque, si je peux dire. Oui, alors merci parce que c'est une question vraiment pertinente et c'est une préoccupation qu'on a en tête, nous. La première préoccupation, c'est de faire une littérature qui parle d'aujourd'hui. Ça, c'est vraiment important. Et donc, ça explique le sale gosse, ça explique celle qui attend. Peut-être que tu pourras raconter un peu ce que ça raconte. Hein. C'est vraiment des situations soit de jeunes en difficulté, soit d'une fille qui a son papa en prison. Donc, en fait, voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme dirait Marie Desplechin, qui elle-même est journaliste et romancière, elle dit, quand j'écris, j'ai deux prises, j'ai deux plugs. Soit je mets ma prise sur le côté journaliste, soit je mets ma prise sur le côté romancière. Et je pense que dans la tête de l'auteur, et je me rappelle très très bien, c'était vraiment intéressant, Mathieu Palin est un journaliste de 21. Et lorsque il m'a présenté son projet Sale Gosse, les premières pages, on a eu une grosse discussion ensemble. Je lui ai dit, écoute Mathieu, soit tu fais un long papier de 21 qui va faire 280 pages, et ça sera du journalisme, enfin ça sera du narrative non-fiction, soit tu décides de partir en roman. Et il m'a dit, je décide de partir en roman. Et donc, en fait, c'était une construction, un travail qui était vraiment différent parce qu'on partait en fiction. Et à partir de ce moment-là, Mathieu s'est senti pousser des ailes. Il m'a dit, j'ai plus besoin que mes personnages correspondent pile poil à la réalité à laquelle je suis journaliste. Je vais pouvoir inventer des personnages qui s'inspirent de situations réelles, mais je vais pouvoir faire un roman. Je vais pouvoir recréer des situations. Et ça s'appelle du roman vrai. Il y a un autre auteur qui est extrêmement talentueux qui fait ça chez nous, qui s'appelle Pascal Roberdiard. Pascal Roberdiard a publié La Déposition, et dans la vie, elle est journaliste aux Assises, au Monde. Et donc, elle a vécu des tas de faits divers qui sont des matières à roman. Et c'est la même chose. Son ambition, c'était d'être romancière. Donc, c'est un travail, je dirais, on se libère des situations, on se libère de la contrainte de journaliste de vouloir absolument ressembler au réel. Simplement, on s'inspire du réel pour créer. Et les personnages sont des personnages totalement créés, mais qui sont... Mathieu, son sale gosse, il m'a dit qu'il était inspiré de plusieurs personnages qu'il avait rencontrés en vrai dans la vie. Et de la même manière, l'écriture, elle est aussi une écriture littéraire. C'est une écriture qui va provoquer chez nous lecteurs, un plaisir de littérature, un appel à la fiction, une évasion. Elle. Non, on ne t'entend pas. Est-ce que vous l'entendez? C'est mieux. Bonjour. Moi, je voulais commencer par vous remercier pour cette introduction et vous dire à quel point je partage le plaisir d'être avec vous et avec toutes les personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer au travers des variantes éditions en live. Et merci Anthony tout particulièrement de tenir cette organisation et de nous permettre de vivre ces moments. Ma question rejoint celle de Martine. En fait, vous parliez beaucoup des couvertures de vos livres. Moi, j'aimerais aussi connaître votre façon de voir la publication au niveau du choix du papier, des imprimeurs. Comment vous travaillez sur ces aspects-là? Alors, c'est extrêmement important. C'est un tout. C'est-à-dire, vous n'allez pas le croire, mais on étudie même l'épaisseur du livre en se disant, il ne faut pas que ce soit... voilà, il y a quelque chose de très important, c'est qu'on aime que le livre soit bien en main et qu'on puisse le glisser dans son sac, mais aussi que ça soit un objet vraiment à la fois compact et pas trop non plus, pas trop monstrueusement épais parce que le format n'est pas très grand. Donc tout ça, ça s'étudie beaucoup. Du coup, on étudie ça avec les fabricants. On prend un papier qui a plus ou moins de grammage. Enfin, c'est très technique. Et on aime aussi un papier qui est de la présence, en fait, qui fait que l'objet en main est agréable. Et la grille, la grille, c'est-à-dire la manière dont le texte est mis en page, est aussi extrêmement étudiée. J'ai même un copain éditeur qui un jour m'a dit, est-ce que tu ne peux pas m'aider pour ma grille? Parce que c'est vrai qu'on a cette attention-là très forte. Moi, j'aime bien qu'on ait un gros confort de lecture. Je veux qu'on donne aux gens l'envie de lire, qu'on leur donne l'envie d'une évasion facile et qu'ils ne soient pas en train de se demander... de s'accrocher au livre, en fait. Il faut juste que le livre soit un rempart vers l'évasion, vers le voyage. Et notamment avec la tranche du livre qui, évidemment, attire l'œil beaucoup plus facilement que d'autres. Ouais. Annie Rose?
Bonjour, vous avez du coup une très belle rentrée aussi en non-fiction, marquée par le féminisme, et vraiment merci pour ça. Il y a aussi un livre sur les guérisseuses qui m'a interpellée. Comment ce livre est arrivé jusqu'à vous et est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Alors, le livre est arrivé par une éditrice qui n'est pas là ce matin, qui s'appelle Julia Pavlovich, qui elle-même est très sensible à ce sujet de ces médecines parallèles, qui sont celles des guérisseuses, auxquelles je pense que nous, les contemporains, on est aussi de plus en plus sensibles, puisqu'on a envie de soigner notre corps différemment aujourd'hui, étant donné qu'on est très attentif à tout ce qui se passe avec l'écologie, et que je pense que l'attention au corps, c'est aussi une écologie du corps. Et les guérisseuses, elles s'inspirent évidemment d'une médecine différente, hein, vous le savez, avec des savoir-faire très anciens. On s'est aperçu que donc il y avait un manque en librairie qui était de faire une sorte de grande Bible sur les guérisseuses, de raconter cette histoire des guérisseuses qui est fascinante parce qu'elle vient de temps très anciens, elle vient du Moyen-Âge et elle se poursuit jusqu'à nos jours. Et au fur et à mesure de ces années, les guérisseuses d'aujourd'hui s'inspirent encore de traditions du Moyen-Âge. Donc ça valait la peine de raconter la grande histoire des guérisseuses. Mais en même temps, on voulait faire un livre un peu pratique, un peu facile d'accès encore une fois. Donc vous allez voir, c'est un très beau livre qui est en bichromie, c'est-à-dire en 2 couleurs. D'abord, qui est joli à regarder, encore une fois, avec des illustrations, mais qui a un côté pratique, puisqu'il est jalonné de leçons de guérisseuses, de prières de guérisseuses, de gestes qu'elles font, de pratiques. Et on a vraiment l'impression de rentrer dans le monde des guérisseuses et d'y avoir accès. Donc, c'est tout l'enjeu de ce livre. Et en termes de féminisme, il y a un livre dont je suis très fière aussi, qu'on publie à la rentrée, qui s'appelle Au combat, sur ces femmes noires, libres et puissantes qui, aussi du 19e au 20e siècle, ont affirmé leur liberté malgré le racisme. Et c'est un livre aussi d'affirmation du pouvoir des femmes sous l'angle de ce féminisme, de ces modèles de femmes noires. Et il y a très peu de livres, il n'y a pas de livre, je crois, sur le sujet en librairie. Il y a eu des livres importants qui s'appellent Noir n'est pas mon métier, d'Aïssa Meïga, qui d'ailleurs fait la préface de ce livre, Mes étoiles noires aussi, mais il n'y a pas eu de livre comme ça qui donne la parole à des portraits de femmes qui en même temps sont des portraits très inspirants, qui racontent leurs combats, qui racontent leurs cris, qui racontent leurs douleurs, qui racontent aussi leurs victoires. C'est absolument magnifique. Ça sort à la rentrée aussi. Léa? Merci Anthony, bonjour à tous et à toutes. J'ai 2 questions en une, mais avant, puisque quasiment tout le monde commence par des remerciements, moi je voulais vous remercier pour celui-là. Je saoule tout le monde avec, voilà, je l'ai lu, alors j'étais jurée du Grand Prix d'électrice L, j'aurais voulu qu'il gagne, bon c'est le consentement qui est passé, mais il a eu des super notes et des super retours, on en est absolument toutes fans, donc juste merci, voilà, je l'adore. Et ceux qui ne l'ont pas lu, si vous avez peur parce que vous n'aimez pas Balzac, vous aimerez Balzac après ce livre. Donc achetez-le, lisez-le, achetez-le aux autres. Voilà, il est top. Moi, il est en super bonne place dans mon étagère des classiques. Il est devant les classiques. Voilà, j'en parle à tout le monde. Merci beaucoup pour cette petite aparté. Non, mais c'est c'est super. Au contraire, il n'y a pas plus réjouissant que de vous entendre dire ça, puisque c'est un livre que j'adore. Et puis, il faut surtout remercier Titu Lecoq, le génial auteur de ce livre. Tout à fait, j'ai eu la chance de la rencontrer pendant sa tournée, donc c'était avant le confinement. Elle est venue, moi je suis de Clermont-Ferrand, et elle est passionnante en plus, voilà, en direct, donc c'était vraiment une belle lecture. Moi j'ai 2 questions, donc justement par rapport à ce confinement, puisque donc ces rencontres qu'on fait en live, on les a commencées grâce à Anthony pendant le confinement, et la question qui revenait au début des premières rencontres, c'était comment est-ce que la maison d'édition a vécu ce confinement? Comment ça s'est passé par rapport à vos sorties, etc. Est-ce que financièrement, ça vous a posé des difficultés? Quelles ont été les actions que vous avez menées, etc. Voilà, c'était une question un peu générale. Et une petite question aussi sur un livre qui est sorti au mois de juin qui s'appelle Routier, alors que je n'ai pas encore lu, mais qui m'interpelle parce que je le trouvais tombé au bon moment, puisque ces routiers... eh ben, eux, ils ont continué à bosser. Enfin, c'est des métiers de l'ombre, etc. Moi, ils me donnent très envie. Je pense que je vais bientôt l'acheter. Et je voulais savoir déjà si la sortie était liée au confinement ou pas, ou ça s'est fait par hasard. Et puis voilà, d'une manière générale, le confinement, comment il a été vécu dans votre maison? Alors, merci de tout ce que vous dites. C'est vraiment merci de l'intérêt que vous portez à tous nos livres. Donc, le confinement, ça a été hyper violent.
comme pour beaucoup de gens, hein, hyper violent parce que d'un seul coup, on a été coupé de notre poumon qui est la librairie. Et d'un seul coup, ce qui fait notre vie, c'est-à-dire que le livre continue de vivre entre vos mains via les libraires, ça a été coupé. C'est comme quelqu'un qui prépare un repas pour 350 personnes et plus personne ne vient. Donc ça, c'était atroce. C'était d'autant plus atroce qu'on avait des auteurs qui venaient de sortir, mais ça, c'est pour beaucoup d'éditeurs, hein, et qui se sont trouvés en pile chez des libraires fermés. Et ensuite, toute l'équipe qui est là a formidablement réagi au confinement. Toute l'équipe de l'Iconoclaste était sur le pont. C'était extraordinaire. On a tous continué à travailler énormément sur l'après-Covid, par Zoom. On y a même trouvé un certain plaisir dans une nouvelle méthode de travail parce qu'on a fait des équipes avec des auteurs qui étaient à 800 km et on a trouvé d'ailleurs des méthodes de travail qui sont super et qu'on va continuer. Et maintenant, après le confinement, on a une énergie folle pour cette rentrée qui arrive. On est persuadé que, en fait, d'abord, ça nous a fait très plaisir de voir qu'on n'a jamais autant parlé des livres comme un produit de nécessité. Et ça, moi, je dois dire que de toute ma vie, j'ai jamais entendu dire ça. Donc, ça m'a fait un plaisir fou. Parce que je me dis tout le temps qu'il faut qu'on mette le livre au cœur de la vie des gens d'aujourd'hui. Et là, on y était. Excepté pour le gouvernement. Voilà. Mais non, mais en fait, le gouvernement voulait le faire, mais bon. Et là, on voit que les libraires disent c'est comme Noël, c'est-à-dire que tout le monde se précipite en librairie. Et ça, merci, c'est fantastique. Merci beaucoup. Et on pense que ça va durer. On est comme des gens qui visent le cap de bonne espérance, c'est-à-dire qu'on prépare à fond l'automne, plus que jamais, parce que ça va être. Je pense que les livres vont triompher à l'automne si on n'a pas de nouveau problème et qu'on va avoir un besoin énorme, évidemment de livres, évidemment d'éclaircissement, mais aussi de fiction. On va avoir besoin de rêver. Ça, c'est pour la réponse au Covid et pour le routier. Alors, c'est Jean-Claude Raspien-Jass, toute cette histoire. Alors là, elle est pure iconoclaste. Jean-Claude Raspien-Jass, qui est un auteur du Masque et la Plume, responsable des pages culture à la Croix, après avoir été à Télérama, donc pur produit littéraire et culturel, est venu me voir dans mon bureau en me disant « J'ai fait un reportage sur les routiers pour la Croix, mon journal, et j'ai envie d'en faire un livre, mais ce n'est pas pour toi. » Je lui dis « Mais si, c'est pour moi, j'adore. Il n'y a pas un livre sur les routiers, c'est un monde parallèle, c'est un monde sur lequel il faut qu'il y ait quelque chose, on y va. » Et en fait, il a mené des mois et des mois d'enquête, il est monté dans les 44 tonnes, et ce livre est extraordinaire d'humanité. On y croise les routiers, on y croise les routières aussi, les femmes. On y voit ce monde incroyable des routiers. Moi, je ne peux pas aller sur la route maintenant sans penser à leur vie. Et on réalise aussi qu'on est tombé dans une sorte d'absurdité de e-commerce qui fait qu'en 3 clics, on pense que les choses sont faciles, mais en fait que tout dépend de ces routiers qui sont sous pression parce qu'il faut livrer vite et ils sont sous pression de notre monde numérisé. Donc, c'est tout ça que racontent les routiers, la nouvelle économie, l'humanité, l'écologie. C'est un livre passionnant. Et vous allez voir aussi que c'est un objet parce que toute notre non-fiction, en fait, elle déroule au départ des pages de photos avant même qu'on arrive à la page de titre, un peu comme vous avez un générique au cinéma. Et c'est ce qu'on a voulu. On veut des livres qui soient un peu comme des films dans leur mise en page. Et vous allez voir que dans Routier, il y a des photos, il y a une mise en page qui est forte et qui fait qu'on a l'impression aussi de s'embarquer visuellement avec eux. Voilà, ce livre est super intéressant. Il nous apporte, c'est vrai que là, on fait le grand écart iconoclaste entre la rentrée littéraire et ce livre routier, mais c'est bien, c'est la vie. Avant de passer la main à Momoko, on a un petit rituel de faire la petite photo de groupe avant que j'oublie. Donc voilà, préparez-vous. Je vois que tout le monde s'active pour se mettre beaucoup de mouvements là. Alors, attendez 2 minutes, 10 secondes même. 1, 2. Voilà, c'est bon. Et attendez encore un petit peu parce qu'on est très nombreux, donc il faut que je fasse plusieurs screens. C'est bon, super, parfait. Merci. Momoko, c'est à toi. Alors bonjour, alors c'est la première fois que… Vous m'entendez ou pas? Oui, très bien. Ça va? D'accord. Donc c'est la première fois que j'assiste à un live avec vous et ça me fait très plaisir. Et donc je découvre aussi la maison d'édition l'Iconoclaste. Donc juste avant de vous rejoindre, j'ai regardé vos parutions et j'ai vu qu'il y avait quelques livres sur la psychologie. Je voulais savoir si vous allez en faire d'autres. Bien sûr, c'est une ligne de base de la maison. L'Iconoclaste a été créé avec une ligne de psychologie notamment, avec un auteur
qui est extraordinaire, que vous connaissez sûrement, qui est Christophe André, qui est un grand Oui. monsieur, que je suis fière de publier et qui est fidèle à la maison avec des nouveaux projets qui arrivent. À la rentrée, il y aura aussi un nouveau livre des 3 amis, c'est-à-dire qu'avec Mathieu Ricard et Alexandre Julien, ils ont créé un trio de 3 amis dans la vie. Et ils ont fait un livre qui s'appelle 3 amis en quête de sagesse, qui avait été numéro 1 des ventes en 2016. Et là, on ressort un livre 2 à la rentrée. Donc, la ligne de psychologie, c'est une ligne importante pour nous aussi parce que, pareil, c'est une ligne d'engagement. Aller mieux, soigner sa relation et soigner la relation à l'autre, réfléchir par la méditation à des moyens de vivre mieux nos vies, c'est quelque chose qui nous engage et on s'engage à travers nos livres et on rassemble des auteurs comme lui, comme Thierry Janssen aussi, qui a cette ligne de psychologie qui est dirigée par Catherine Meyer, qui est une éditrice qui n'est pas là ce matin, qui fait un travail formidable. Et encore une fois, là, on a fait un livre un peu iconoclaste qui s'appelle Méditer jour après jour, qui était avec des tableaux, bien que ce soit un essai. Et c'est la première fois qu'il y avait un essai avec des tableaux et il a fait 600 000 exemplaires. Un gros succès. On peut être iconoclaste et finalement surprendre et rencontrer les lecteurs. Stéphanie. Moi, j'avais une autre question. J'ai laissé mon micro. Par rapport, j'ai vu, il y avait une autre cerveau aussi qui est sortie en début d'année, si j'ai bien vu. Vous pouvez nous en parler davantage, s'il vous plaît? Oui, c'est toujours pareil en fait. C'est vrai que vous avez raison quand vous soulignez le côté très hybride de l'iconoclaste. Notre cerveau, qui était précédemment d'un livre qui s'appelait Une nuit, en fait, l'idée, c'est de faire des essais qui vont raconter un thème qui nous est proche, le cerveau, la nuit, qui vont le raconter en prenant un auteur de référence dans le sujet. En l'occurrence, c'était un astrophysicien pour la nuit, et là, c'est un grand spécialiste du cerveau. Et il va le raconter en termes scientifiques extrêmement accessibles, donc on aura des images scientifiques sur l'intérieur du cerveau. Et aussi, on va raconter comment le cerveau a été raconté par les artistes. Donc, on va mettre des tableaux, des peintures en face des images scientifiques et s'apercevoir qu'il y a des parallèles très forts entre les images du cerveau qui sont quasiment comme des tableaux. Et ensuite, on va mettre des poèmes et on fait un livre qui est à la fois un livre de science et d'art pour montrer que, comme Amezen le dit, il y a vraiment des relations très fortes entre la science, les arts et que l'un surtout permet de comprendre l'autre. C'est que la science peut paraître aride, mais éclairée par l'art, elle permet parfois d'être moins aride. Et de la même manière, l'art éclairé par la science, c'est passionnant. Donc, faire des passerelles, c'est passionnant, et surtout quand c'est des sujets qui nous sont proches, puisque le cerveau, c'est 2,5 kg au-dessus de notre tête qu'on porte toute notre vie. Et la nuit, c'est pareil, c'est la moitié de notre vie aussi. Donc, on va sortir d'un nouveau livre à la fin de l'année prochaine, qui sera un sujet fort aussi, qui est proche, et qui sera traité comme ça, tridimension. Stéphanie? Oui, moi je me demandais ce que c'était que le parcours d'un manuscrit qui arrive par mail, c'est-à-dire qui n'est pas introduit par quelqu'un et qui, parce qu'il y a quand même un mythe autour de ces manuscrits qu'on arriverait à faire passer plus facilement quand c'est recommandé par quelqu'un. Et donc, comment ça se passe quand il arrive dans la boîte mail, qui le réceptionne et ensuite, est-ce que ça passe entre plusieurs personnes pour le découvrir? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un consensus autour du livre pour qu'il soit publié? Ou est-ce que chacun assume ses coups de cœur indépendamment des autres? Alors, Sylvie, je vais te passer la parole parce que c'est le rôle de Sylvie dans la maison de découvrir ces manuscrits-là. Mais moi, j'ai juste une anecdote qui est intéressante, c'est qu'il y a un dimanche matin, je reçois un mail avec un projet qui s'appelle « L'été où je suis devenue vieille ». Et j'ai trouvé le titre génial. J'ai regardé quelques pages et j'ai trouvé ça formidable. J'ai tout de suite écrit à l'auteur qui m'a écrit en me disant « J'espère que vous n'avez pas signé avec un autre éditeur parce que ça m'intéresse beaucoup, parlons-nous lundi ». Et c'est un très joli livre qu'on a publié, qui marche d'ailleurs assez bien, qui était formidable en fait. Donc, très souvent, on regarde, mais Sylvie, je vais te laisser la parole parce que c'est ton rôle de recevoir les choses. Et moi, très souvent, quand je reçois, je passe tout de suite à Sylvie. Oui. Alors, en fait, je tiens ce qu'on appelle la boîte manuscrit à l'Iconoclaste, manuscrit@éditionsiconoclaste.fr. Donc, c'est là, si vous voulez, lorsqu'on consulte notre site, on a cette adresse. Et je suis donc chargée le matin. Le matin, quand j'arrive au bureau, je vois les manuscrits qui sont tombés soit dans la nuit, dans la soirée, ou qui tombent au fur et à mesure. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être 10, 15 manuscrits par jour. Et pour prendre un exemple très concret, le premier livre que j'ai publié à l'Iconoclaste et qui devait sortir le 1er avril,
et qui est finalement sorti début juin. Voilà, je vois qu'Adèle nous le montre. J'ai hâte d'être à demain, de Sandrine Sénès. C'est arrivé comme ça. Je venais d'arriver à l'Iconoclaste, donc je cherchais des textes, je lisais, j'ouvre absolument tous les mails qui arrivent. Je regarde et vous savez, le boulot d'un éditeur, on fait très facilement la différence entre quelque chose qui mérite une lecture et quelque chose qui nous dit que la personne qui a écrit ce texte, ben, elle a passé énormément de temps à le lire, mais peut-être qu'elle n'est pas écrivain. Et si elle est écrivain, peut-être que ce n'est pas un texte qui va intéresser l'Iconoclaste. Donc, j'ai un travail voilà, comme ça de professionnel, on va dire, de professionnel du livre qui a ce nez-là pour détecter le manuscrit qu'il faut lire. Et en octobre, je venais d'arriver à l'Iconoclaste un matin, j'ouvre un manuscrit comme ça. Et je commence à rire, et je partage mon bureau avec Julia Pavlovitch, l'autre éditrice, et c'est quand même assez rare d'entendre un éditeur rire en lisant un manuscrit. Vous savez, c'est quand même, voilà. Et elle m'a dit, qu'est-ce que tu lis? Je lui ai dit, bah, c'est un manuscrit qui vient d'arriver par mail. Ce sont des courtes scènes très, très drôles autour d'une femme célibataire qui observe autour d'elle les couples, les célibataires, qui s'observe elle-même, une femme autour de la cinquantaine qui vit seule et qui cherche l'amour, quoi. Et donc, Julia a commencé à lire, elle a ri aussi, et puis ensuite, voilà, on a lu le manuscrit en entier, on l'a transmis à Sophie. Moi, c'était, je pense, un des premiers manuscrits que je transmettais pour avis à Sophie en lui disant, mais je ne sais pas si ça entre dans ce que tu as envie de faire à l'Iconoclaste. Voilà. Et elle a été partante. Et voilà. Ensuite, on a travaillé le manuscrit avec Sandrine Sénès pour que vraiment chaque scène, puisque c'est un recueil de courtes scènes, mais qui constitue à la fin un livre, j'ai hâte d'être à demain, pour travailler vraiment, même chaque chute. Sandrine Sénès a vraiment le sens de la chute dans chaque texte, bref. Mais il fallait polir ça. Et donc, on a fait tout ce travail. Là, le livre est en librairie. Je crois que ça se passe plutôt bien. Elle a effectivement, elle a été un de ces auteurs dont la sortie a été brutalement coupée, puisque ce livre-là sortait le 1er avril. Elle avait déjà des signatures prévues en librairie, des festivals. Tout a été arrêté, mais reprend maintenant. Voilà. Voilà le travail d'un manuscrit, c'est-à-dire il ne faut pas croire que les éditeurs ne cherchent pas des manuscrits. Un autre exemple, la semaine dernière, on a vu une jeune auteure, enfin, elle n'a jamais publié, elle a 27 ans. Elle a envoyé son manuscrit à 10 éditeurs. Elle a eu 3 réponses, 3 rapidement, d'éditeurs voulant la rencontrer. Donc, vous voyez, ça veut dire que, il y avait l'Iconoclaste, il y avait 2 autres maisons très réputées. Donc, ça veut dire que les éditeurs sont à l'affût. On est à l'affût d'une nouvelle génération d'auteurs. On est à l'affût du premier roman. Il y a quand même en France cette force du premier roman, ce soutien du premier roman et cette recherche de nouvelles voies. On est tous à la recherche de ça. C'est très important pour nous de trouver. Et ces gens-là, ils viennent de n'importe où. Ils viennent de n'importe où. Ils viennent de tous les coins de France, de tous les âges. Voilà. Ce ne sont pas forcément des agrégés de lettres, ni des. Vous voyez ce que je veux dire, ou des journalistes connus. C'est n'importe qui. N'importe qui à partir du moment où vous avez du talent. Voilà. On notera l'efficacité redoutable d'Adèle pour anticiper même les propos de Sylvie. Elle sait de quoi je vais parler. Non, mais par exemple, elle est impressionnante. Au Sandrine Sénès, je crois que j'ai reçu le manuscrit le lundi et le mercredi, je l'ai appelé. On avait déjà regardé au sein de l'équipe ce texte-là et on l'avait contacté le mercredi en lui disant on est intéressé. Voilà, est-ce qu'on peut essayer de travailler ensemble? Isabelle, c'est à toi. Bon, alors, bonjour, j'ai une autre question. Alors, du coup, ça va plutôt à la suite de ce qu'a évoqué Momoko tout à l'heure, parce que vous avez donc effectivement toute une voie sur la psychologie, mais aussi, enfin, plus précisément, vous avez, j'ai vu que vous aviez pas mal de livres dédiés à l'autisme. Et en fait, ma question, c'est comment est-ce que vous en êtes venu à cette pathologie en particulier, enfin, qui recouvre du coup pas mal de formes, mais voilà, enfin, comment cette pathologie-là en particulier? C'est une bonne question. Alors, ça regroupe en fait
une volonté qui est celle de s'engager à donner la voix à ceux qui n'en ont pas forcément. Et c'est le cas de ces gens plus faibles. En fait, on fait aussi des livres on va faire aussi un livre sur le parcours d'un migrant. Enfin bon. Mais pourquoi l'autisme? En fait, c'est assez personnel. C'est-à-dire qu'on avait lu Mon Petit Prince Cannibale, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, de Françoise Lefebvre chez Actes Sud. Et elle parlait de son fils autiste. Ça avait été un énorme succès. Nous, ça nous avait beaucoup touchés sur un plan personnel parce qu'on est touché par cette maladie. Et puis, il se trouve que le Petit Prince Cannibale s'appelle Hugo Oriot et que cet Hugo Oriot nous a envoyé un manuscrit. Donc ça, c'était le début de la publication de Hugo Oriot, qui est un autiste Asperger, et on a suivi Hugo de livre en livre. Et ensuite, Florent Bénard, là, qui publie à la rentrée sur son frère autiste, c'est aussi une question de lien personnel avec cette situation et l'envie de porter la voix de ces gens qui portent des autistes, en fait. Et c'est important pour nous, c'est vrai, c'est une valeur d'engagement. Naomi? Alors, j'aimerais revenir sur la notion que vous venez d'évoquer, justement, la notion d'engagement, parce que c'est une notion qui me parle beaucoup et j'ai vu qu'elle était très importante pour votre maison d'édition, notamment par la création du prix Émergence d'Iconoclaste qui vise à soutenir un projet créatif, si j'ai bien compris. Et j'aimerais savoir comment l'engagement se traduit au quotidien dans votre métier d'éditeur, première question. Et deuxième question, est-ce qu'il y a des œuvres qu'on pourrait qualifier d'œuvres engagées à l'Iconoclaste? Si oui, lesquelles? Y a-t-il des thèmes de prédilection que vous privilégiez par rapport à d'autres, ou considérez-vous au contraire que l'écriture en elle-même est une forme d'engagement? Une belle question. C'est vrai que l'écriture est une forme d'engagement parce que l'écriture est quelque chose de généreux, en fait. Et l'engagement, c'est la générosité, c'est aller apporter de l'éclairage sur la vie ou du bien-être avec les Christophe André, etc. Donc, tout ce qu'on fait, c'est un peu des œuvres d'engagement, en fait. C'est-à-dire qu'on ne fait jamais rien en se disant on le fait pour l'argent. En fait, c'est jamais notre moteur, en fait. On le fait parce que ça a du sens, on le fait parce que ça nous semble nécessaire. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et donc ça, c'est un engagement global. Après, comme vous dites, il y a des engagements très concrets, comme Émergence, qui est ce prix qu'on a créé avec Mathieu Ricard et Christophe André. On a aussi un engagement, comme je vous disais, à l'égard de la bibliothèque de Fleury-Mérogis, où on est en train de faire un livre avec un détenu de la prison de Fleury-Mérogis. On aime aussi donner la possibilité à ceux qui n'ont pas accès à la publication, parce que ce que vous disiez, c'est que ce n'est pas facile d'être publié. On aime donner la possibilité à des gens qui n'auraient pas le réseau pour être publiés, d'être publiés. Donc, et puis, en œuvre engagée, il y en a beaucoup chez nous. Il y a effectivement les livres qu'on fait avec Hugo Oriot autour de l'autisme. Il y a ce livre, Même les monstres, qui était une dénonciation aussi de cet avocat qui dit « Moi, je défends même les monstres, en fait, les avocats pénalistes. » Il y a des romans comme Sale gosse est un livre engagé aussi. Enfin, l'engagement, il court un peu, c'est un fil rouge de la maison. Et notre engagement, il est aussi globalement dans cette idée de rester des écologistes dans notre manière d'aborder notre métier, c'est-à-dire avoir un grand respect du livre, de la chaîne du livre, du libraire, des éditeurs, de l'auteur, et de se dire qu'on ne va pas envahir, on ne va pas détruire la machine en publiant trop, et on pourrait vite détruire la machine. Et encore une fois, je pense qu'il faut être écologiste jusque dans sa vie, jusque dans son métier. Ce n'est pas un mot que je trouve sans racine, en fait. Je trouve qu'il s'enracine partout, ce mot-là, aujourd'hui. J'avais une question, j'en profite, Sophie. Vous publiez peu, donc j'imagine que que l'attente et la pression sur chaque livre doit être importante pour le bien-être de la maison. Est-ce que vous avez une idée d'un minimum d'exemplaires vendus pour avoir, entre guillemets, enfin, c'est plutôt différent selon les titres, j'imagine? Bien sûr, c'est avant tout un métier de commerce, hein, donc il faut faire vivre une maison, des salaires, un loyer, etc. Donc, on a une sorte de grande feuille de route au début d'année en se disant voilà ce sur quoi on espère
que normalement, il devrait y avoir du retour financier suffisant pour s'assurer déjà le point zéro d'équilibre. Et puis après, ce qui est merveilleux, c'est des surprises comme Adeline Dieudonné, 200 000, alors que c'était un premier roman. Ça, c'est extraordinaire, mais ça arrive rarement. Et puis après, il y a des flops. Enfin, c'est un métier qui n'est sans aucune exactitude, mais sans aucune certitude. Et c'est ça qui en fait sa fragilité et sa magie. Est-ce que Et justement par exemple, le succès avec le Covid, on est à 90% de chiffre d'affaires non réalisé. Donc, il faut absolument qu'à l'automne, ça marche. Mais encore une fois, on est plein de confiance, on avance, on a confiance. Et justement, le succès d'Adeline Dieudonné a-t-il donné une autre résonance à votre maison? Est-ce que ça vous a permis d'éditer des choses que vous ne pensiez pas éditer par la suite? Non, pas spécialement. Ça m'a permis de découvrir une auteure que j'adore aujourd'hui, qui est une femme merveilleuse vraiment, qui est quelqu'un de très singulier, très original, qui a une écriture, une voix formidable, très, très forte, et que je suis ravie d'accueillir dans la maison. Adeline Dieudonné, c'est l'iconoclaste aussi, comme tous les auteurs de la maison. Ce n'est pas parce qu'on a fait 200 000 que ça a changé les choses, en fait. C'est que à chaque fois, c'est pas en ces termes-là que ça se dit, en fait. C'est formidable parce que c'est un succès, mais c'est presque plus émouvant que formidable financièrement, en fait. Ce qui est émouvant, c'est de penser que 200 000 personnes nous ont suivis dans notre coup de cœur initial. D'ailleurs, la communication autour de cet événement était toujours très touchante, très émouvant. On sentait que vous n'étiez pas attiré par le succès, c'était flagrant. Voilà. Valérie, c'est à toi. Oui, j'avais une question, parce que j'ai eu le bonheur de lire Trois amis en quête de sagesse, Mathieu Ricard, Alexandre Jolien et Christophe André. Comment est-ce qu'on travaille avec trois personnalités aussi différentes, mais aussi exposées et aussi, qui ont une aura finalement tellement énorme et finalement un retour sur le, ils ont une influence si importante sur le public. Comment est-ce qu'on travaille avec des personnes comme ça et comment on arrive à faire un livre à trois voix? Alors, d'abord, il faut savoir qu'à l'origine, c'est vraiment une idée qui vient d'eux. Ils sont trois amis dans la vie, ils se voient beaucoup et ils ont eu cette idée sur le bord d'un canapé. Ils se sont dit, faisons un livre à trois voix et on va tous les trois dire quel est notre point de vue sur la sagesse. Et au bout de notre vie, parce qu'ils ont... Enfin, Alexandre est plus jeune, hein, il a une petite cinquantaine, mais Mathieu et Christophe, c'est plutôt 60-70. Donc, à ce stade-là de leur vie, ils se sont dit, on a envie de dire au lecteur tout ce qu'on a appris sur ce vrai sujet qui est la sagesse. Et chacun avec son point de vue, le bouddhiste Mathieu, le psy Christophe et le philosophe Alexandre, ils ont à la fois trois voix qui sont liées à leur pratique, à leur métier, mais c'est vraiment trois voix complémentaires, trois écritures complémentaires, trois points de vue complémentaires. Et c'est vraiment, le livre, il était d'abord conçu comme trois amis, comme si nous, lecteurs, on était invités dans le canapé, au bout du canapé, de trois amis qui vont nous parler de la sagesse. Et c'était ça l'idée de ce livre, c'est que ce soit un livre extrêmement vivant et en même temps très substantiel dans son contenu. Donc, on a beaucoup travaillé avec des enregistrements et ensuite, il a fallu retranscrire 800 000 signes de bande. Donc, c'est énorme, c'est un boulot absolument dingue qui a été fait par Catherine Meyer. Et en tout, c'est 600 pages. Donc, en fait, il fallait restructurer, retravailler et puis redemander. Donc, il y a d'abord un travail de retranscription et ensuite, les auteurs reprennent chacun leur copie. Et ensuite, il y a un travail énorme d'éditeur pour que tout ça soit cohérent et que vous voyez à la fin de chaque entrée, il y a des conseils, il y a parce qu'il faut aussi que ces livres ne noient pas le lecteur. Il faut aussi que ce soit des livres qui vous servent de guide pour votre vie. Donc, il faut qu'on sorte des sortes de petites leçons, des sortes de petites pratiques pour tous les jours. Donc, c'est important que les livres soient conçus comme des icebergs, un peu avec la face profonde et la face émergée, qui est toujours une face assez accessible chez nous. Merci. Sophie, on n'a pas encore parlé du troisième roman de la rentrée, 5 dans tes yeux, d'Adrien Bels. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Sylvie, je vais te passer la parole. Je voudrais juste dire que moi, j'ai eu un coup de foudre absolu parce que c'est tout ce que j'aime. C'est drôle, c'est iconoclaste dans le sens où alors ça déménage, ça change les codes de la littérature et ça parle d'aujourd'hui.
Mais Sylvie, vas-y, j'ai trop Ouais. parlé, moi. Et la couverture est aussi encore une fois exceptionnelle. Alors, c'est une couverture, oui, qui a été prise. Alors, le roman, donc, 5 dans tes yeux, se passe à Marseille. Et la couverture, enfin, Adèle, je crois, va nous la montrer, c'est un scooter avec 4 jeunes dessus. Et c'est une photo qui a été prise sur la Canebière, donc la grande avenue qui descend sur le Vieux-Port à Marseille, faite par un photographe, Patrice Terraz, qui pendant je ne sais pas combien de temps a photographié uniquement des gens sur cette grande avenue et en a fait un livre. Donc voilà, on voyait aussi que là, le choix de la couverture est complètement en phase avec le livre. Et 5 dans tes yeux, donc c'est le premier roman de notre rentrée. Il y en a un à chaque fois. Et là aussi, on est complètement dans une littérature contemporaine. Je crois que c'est aussi ça, l'iconoclaste. On cherche de nouvelles voies. Donc à la fois dans le sujet et l'écriture. Ça se passe donc à Marseille entre les années 90 et aujourd'hui. Le narrateur s'appelle Stress. C'est un surnom que lui a donné un copain de sa bande. Et ça se passe d'abord dans un quartier de Marseille qui s'appelle le Panier, qui est le vieux quartier traditionnel de Marseille au-dessus du Vieux-Port. Pour ceux qui connaissent, ça surplombe vraiment le Vieux-Port et c'est des petites rues piétonnières avec des escaliers. Et c'était depuis toujours le quartier des voyous marseillais parce que c'était près du port. Donc, il y avait la prostitution, les cafés de louche, etc. Et jusque dans les années 90, le Panier était encore un milieu très, très populaire où arrivaient tous les gens qui venaient d'ailleurs, qui venaient du Maghreb. Et Stress, le narrateur, étant très proche du personnage de la vie réelle d'Adrien Bels, l'auteur, vit là dans ce quartier alors qu'il n'est pas du tout issu de ce milieu. Lui, il est plutôt d'un milieu intello. Sa mère, dans le roman, dirige le centre culturel du Panier. Et il vit parmi cette bande-là, tous venus soit des Comores, d'Algérie, etc., du Bled, de gamins un peu à la dérive et qui cherchent leur place. À un moment dans le roman, on commence comme ça, Adrien écrit, quand on quittait le quartier, on avait l'impression d'avoir besoin d'un visa même pour aller à la plage, pour prendre le bus pour la plage. Et se dessine comme ça un portrait de Marseille de cette époque-là, donc d'il y a 20-30 ans, Marseille encore populaire, encore avec toutes ces populations immigrées. Et on voit Stress grandir et aujourd'hui être dans ce milieu marseillais complètement bouleversé. Alors on est vraiment dans l'actualité parce que vous savez qu'aujourd'hui on doit élire le maire ou la maire de Marseille et qu'il y a vraiment des conflits très forts. Et bizarrement, Adrien Bels, avec ce livre, est complètement dans cette histoire-là parce qu'il nous parle aussi de la politique à Marseille. À un moment, il a une phrase très drôle dans ce roman. Il dit « Ici, la politique, c'est comme les lasagnes, on recouvre de sauce bien épaisse. » Donc, on voit comme ça. C'est vraiment et on voit aujourd'hui le Marseille des bobos parce que comme toutes les villes, les grandes villes de province, Marseille, son centre-ville est bouleversé par l'arrivée de gens venus d'ailleurs. Marseille, il y a 10-15 ans, a été très attirante. Vous voyez, les loyers, c'est rien du tout. C'est une ville magnifique, il y a la mer. Et donc, il y a beaucoup de gens venus d'ailleurs qui se sont installés et qui ont bouleversé la ville, qui ont développé tout ce qui est le milieu culturel. Vous savez, il y a un grand musée qui a été construit en bord de mer, juste à côté du Panier, justement, le MUSEM, le musée autour des civilisations méditerranéennes. Et donc, il nous fait ce portrait-là d'une ville en plein bouleversement et à la fois d'une bande. Qu'est-ce que devient cette bande de copains qui, dans les Paniers, faisaient un peu de trafic de shit, ils passaient leur temps sur le banc. Qu'est-ce qu'ils sont devenus après et comment ils s'intègrent ou pas, plutôt pas, dans le Marseille d'aujourd'hui. Donc ça, c'est la base du livre. Après, ce qui nous a fasciné dans ce livre, c'est la langue, c'est-à-dire qu'Adrien, il est de là-bas, il est marseillais, et je veux pas me moquer de ce mot-là, c'est-à-dire qu'à Marseille, on est dans des villes populaires, des villes du Sud, dans lesquelles on parle beaucoup, on tchatche, on parle fort, on a une langue extrêmement imagée, parce que c'est une langue aussi qui se nourrit de toutes les autres cultures. À Marseille, les gens ils viennent tous d'ailleurs, quoi. Donc ils amènent leurs images d'Afrique, du Maghreb ou d'Italie, etc. Et ça fait comme dit Adrien, ça fait cette chorba, quoi, cette soupe maghrébine dans laquelle on met plein d'ingrédients. Et sa langue, alors ça c'est son talent dingue, c'est qu'il reconstitue cette langue orale, cette langue de la rue, de façon extrêmement travaillée, parce que c'est pas comme ça, quoi. Pour rendre ça, et notamment dans les dialogues, il faut faire un grand travail. Donc, c'est une fresque marseillaise absolument drôle en plus.
Là aussi, on a un livre drôle dans cette rentrée, et c'est assez rare, drôle, inventif, et puis qui nous parle de la France d'aujourd'hui. Là, voilà. Alors on passe d'une soirée dans une boîte de nuit afro, dans une soirée branchée sur le toit de la friche de la Belle de Mai, qui est le lieu culturel par excellence de Marseille. On assiste à un mariage arabe parce que dans le roman et aussi un peu dans la vie, Stress gagne sa vie en filmant des mariages arabes tous les week-ends. Donc voilà, il y a une capacité à peindre des scènes, parce qu'il est vidéaste, Adrien Bell, c'est vidéaste par ailleurs. Il nous peint des scènes, il nous les fait entendre, et c'est jubilatoire, quoi. Et ils sont rares, les romans qui se passent à Marseille. Marion Brunet en faisait. Ouais. Voilà, mais sinon, ils sont très rares. Donc, c'est très important de. Il y en a deux à cette rentrée. Il y a celui de Marion Brunet, effectivement, et il y a aussi celui d'Élie Guéry chez Paul, qui est un très beau roman là, qui est sorti au printemps, mais ce n'est pas du tout l'écriture de Adrien. Adrien, ce qui est fou, c'est cette langue-là. Il dit, moi, je suis plus inspiré d'une certaine façon de la littérature africaine que de la littérature française. Voilà. Martine. Donc, pour constituer tout ça, quoi. Martine, oui. Oui, tout à l'heure, vous évoquiez La vraie vie de Marion Dieudonné qui vient de sortir en poche, au livre de poche. Vous n'avez pas de collection poche à l'Iconoclaste. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez pour l'avenir de votre maison d'édition? Pas du tout. Je sens qu'il y a eu débat au sein de la maison, là. Voilà, c'est vrai que je vois Adèle qui se sent visée là tout de suite. Non, ça a été un gros débat il y a quelques mois et la décision est prise effectivement de se lancer en poche assez vite en fait, parce que c'est évident que, comme je vous disais en fait, commencer à voir ce qu'on a maintenant, et c'est une chance, un catalogue d'auteurs à nous, de jeunes auteurs, ça donne absolument envie de les suivre en poche aussi et de les garder à l'Iconoclaste, que ça ne soit pas réparti entre plusieurs maisons de poche. Voilà, c'est une idée de, encore une fois, un peu famille, maison d'édition. Alors, est-ce que quelqu'un a une autre question? Une dernière, peut-être? Non? Oui? Non? Sur Adeline de Dieudonné, justement, est-ce qu'il est prévu qu'elle sorte un deuxième ouvrage ou pas? Elle est en plein travail. Elle est en plein travail et ça risque d'être super. Très bien. Et concernant la prochaine sortie poche, est-ce que vous avez déjà des titres préférentiels? Non, pas du tout. C'est vraiment une envie pour l'instant, mais il faut que ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts le poche. Hein. C'est toute une stratégie quand même, parce qu'on ne peut pas arriver en librairie voilà. Le poche, ça se travaille, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y aura du poche. C'est sûr qu'il y aura du poche, parce qu'en plus, je crois que c'est important que la littérature soit aussi accessible dans ses prix. Hein. Ça, c'est vraiment aussi un engagement pour le coup. Alors, en fait, depuis qu'on a commencé ces rencontres, cette question revient souvent, et c'est vrai que les discours des éditeurs sont souvent différents. Certains préfèrent garder le poche au sein de la maison, d'autres préfèrent vendre les titres pour avoir un peu plus de trésorerie aussi, et faire découvrir les titres de la maison à un autre public de lecteurs. Donc c'est intéressant de voir ce qui va se passer à l'Iconoclaste. En tout cas, on a hâte de connaître vos futures décisions. Agathe? Oui, du coup, je reste sur le poche, parce que du coup, vous avez évoqué donc l'idée de faire vos romans en poche, mais est-ce que, peut-être que c'est encore trop tôt et que vous n'y avez pas réfléchi, mais est-ce que vous envisagez aussi de prendre d'autres romans donc, de grand format qui ont été publiés dans d'autres maisons pour les sortir en poche dans la vôtre, comme peut faire par exemple? Il est vrai que quand on dit poche, on dit souvent qu'en librairie, il faut qu'on soit relativement important en nombre de titres, et qu'à partir du moment où nous publions peu, ça peut être un problème que de faire du poche qui n'est pas suffisamment important en nombre de titres en masse. Et c'est la raison pour laquelle d'autres confrères, effectivement, grossissent leur collection de poches de la maison avec d'autres titres pris par ailleurs. Je ne sais pas si on verra. Ce qui nous attache vraiment, et là je parle aussi avec Sylvie, c'est d'accompagner des auteurs, de les découvrir, de les accompagner dans l'écriture, et aller trouver des romans tout faits et les glisser dans la collection. Ce n'est pas a priori une optique immédiate en fait. Ça me paraît plus une préoccupation marchande pour le coup,
que purement éditorial. Et pour Et du l'instant, on coup, ça reste peut être aussi des auteurs, par exemple, auto-publiés. Et donc là, il y aurait peut-être Ah un oui, travail de bien sûr. remaniement. Ah non, c'est sûr, bien sûr, oui, oui. Oui, c'est sûr, ça peut être très, très Mais là, du intéressant. coup, il ne passerait pas en poche, il passerait en grand format, j'imagine. Oui, on peut le S'ils ont mettre en été poche. On C'est peut le mettre possible en aussi. poche. Oui. Ouais, d'accord. Béa? Pardon, chercher le petit bouton pour remettre le micro. Dans la suite en fait de cette thématique de poche, quel est votre avis, votre point de vue, vos projets sur, enfin projet ou déjà action, je ne sais pas, sur d'une part les livres numériques, quelle est votre politique, et sur les livres audio? Adèle, tu veux pas répondre? Non? En fait, c'est une grosse réflexion qu'on est en train de mener. Alors, sur le livre numérique, l'idée, c'est effectivement, maintenant, et tous les éditeurs, je pense, ont la même politique que nous, c'est-à-dire de publier le livre numérique au moment de la sortie du livre papier. Ça, c'est très important, parce qu'un lecteur, aujourd'hui, un titre va sortir, il va avoir envie de le mettre sur sa tablette tout de suite ou de l'acheter en papier, mais il n'y a plus ce temps d'attente un peu long à différentes sorties et différentes dates, en fait. Et en fait, nous, on a eu récemment, avec un grand éditeur de livres audio, des statistiques, des retombées, on s'aperçoit que le livre audio monte, en fait, puisque dans les statistiques, il y a à peu près plus d'1% de lecteurs, je ne sais pas comment on dit, de livres audio par an. Donc, effectivement, un lecteur, il va vouloir un titre, soit maintenant, soit en audio, soit en numérique, soit en papier. En fait, c'est la diversification des formats. Et on s'aperçoit que il y a quelques années, le livre audio, c'était majoritairement des personnes âgées, des personnes non-voyantes qui achetaient ce genre de livre, et que là, en fait, on bascule vraiment à l'inverse, puisque dans les statistiques, c'est 65% des lecteurs de livres audio ont entre 15 et 24 ans, et seulement 13% ont entre 65 et 75 ans, en fait. Donc, et on s'aperçoit que le lectorat, en fait, écoute du livre audio sur smartphone, ça c'est sûr. Et donc, du coup, il y a vraiment un rajeunissement de ce lectorat. Alors, nous, on est hyper intéressés, effectivement, pour y aller. On a fait une expérimentation l'année dernière avec Une bête au paradis. On a produit nous-mêmes le livre audio. On a travaillé avec Sony pour qu'il soit disponible sur les plateformes d'écoute aussi. Des extraits soient disponibles sur des plateformes d'écoute comme Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Voilà, et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a aussi envie de travailler peut-être avec d'autres producteurs. Il y a, voilà, on cherche un peu pour s'associer et se dire que de toute façon, c'est l'avenir, c'est important. Dans les statistiques, on s'aperçoit aussi, et j'en parlais avec Marie, qui est aussi une grande, qui écoute beaucoup de livres audio, que les personnes qui écoutent du livre audio écoutent par abonnement, en fait, et plus que du téléchargement à la carte. Donc, ça devient vraiment une pratique, comme on peut avoir un abonnement sur Netflix, un abonnement sur Canal+, on a un abonnement de livre audio, en fait. Et donc, c'est ça aussi notre enjeu pour les prochaines années, puisque c'est aussi être en adéquation avec notre lectorat. Et je vois des questions passer par rapport à Econopop. Bien sûr, on y pense à fond, parce que ce sont avant tout, en plus des textes lus, des textes, on a une slameuse belgeo-congolaise, Lisette Lombé, qui va publier en octobre, qui est absolument incroyable, qui fait des performances de slam exceptionnelles. Et en fait, oui, il va falloir qu'on réfléchisse à un enregistrement en livre audio, c'est évident, et que ce livre soit décliné sous différents formats, puisque voilà, elle sera sur scène, bien sûr, elle sera en livre audio, il y a le livre papier qui va sortir. Donc, maintenant, en tant qu'éditeur, en tout cas, on réfléchit à des choses extrêmement diversifiées, plurielles, et on s'adapte aussi, parce que moi, vous, on aime autant regarder des séries, lire des livres. Tout est diversifié et on aime des contenus complètement différents. Naomi, peut-être la dernière question, peut-être? Peut-être, je ne sais pas. Peut-être. Donc, On finira par toi, c'est un beau symbole. Merci.
quel hommage. Donc, j'avais une question sur le dialogue entre les classiques et la littérature contemporaine, parce que spontanément, lorsqu'on entend Balzac, lorsqu'on entend Rimbaud, on pense à la littérature patrimoniale ou en tout cas aux classiques tels qu'ils sont étudiés à l'école avec toutes les dérives que cela entraîne. Donc, est-ce qu'il y a une volonté dans votre projet éditorial d'établir un dialogue entre les classiques et la littérature contemporaine? Et si c'est le cas, pensez-vous qu'aujourd'hui, pour retourner aux classiques, il soit forcément nécessaire en fait d'établir ce lien entre les deux, notamment pour la jeunesse? Oui, je pense que c'est ce qui nous a séduit dans le projet de Honoré de Balzac comme dans celui de Rimbaud, c'est qu'on dépoussiérait des icônes de la littérature. Et les dépoussiérer, c'est aussi être un peu iconoclaste, justement. Titu Lecoq a complètement dépoussiéré Balzac et David Le Bailly, il raconte aussi un autre visage d'Arthur Rimbaud avec un ton, comme disait Sylvie, ultra contemporain. Et ça nous a semblé valoir la peine de l'éditer à cause de ça aussi. Mais on n'a pas pour l'instant, on n'a pas d'idée de se faire une série, une ligne éditoriale où on va décliner les grands mythes de la littérature et les dépoussiérer. Ça a été deux occasions, et s'il y en a d'autres qui se présentent, on les fera aussi, c'est sûr. Et ça nous semble vraiment important, oui. Je ne sais pas, Sylvie, oui, moi je trouve ça important parce que on a besoin enfin, les gens ont besoin de revisiter ces classiques. Le beau avec un regard contemporain aussi. On visite forcément l'histoire littéraire à chaque génération et il y a une transmission qui se fait comme ça. Et puis les auteurs d'aujourd'hui se nourrissent aussi de ceux d'avant. Enfin, je veux dire, Titiou, de ce que je sais, elle est folle de Balzac. Elle est folle de Balzac et parce qu'elle est folle de Balzac, elle fait passer sa passion et elle permet à des jeunes lecteurs de relire Balzac de lire Balzac avec un regard moderne, contemporain. Des jeunes ou moins jeunes, hein, d'ailleurs. Comment? Des jeunes lecteurs ou des moins jeunes. Des moins jeunes, mais en tout cas, longtemps aussi, quoi. Ouais. Pour rebondir sur votre propos, et je vais peut-être m'en arrêter là parce que c'est long et que tout le monde va aller manger, est-ce que vous autorisez les élèves à vous écrire pour avoir des retours sur leur éventuelle lecture? Bien sûr. Très bien, merci beaucoup. On pourrait peut-être parler des fiches pédagogiques qu'on est en train de mettre au point à l'Iconoclaste. En fait, on a Camille Zapka, qui est l'auteur de Celle qui attend, justement, et qui va publier son prochain roman l'année prochaine, et prof de lettres. Et donc, on lui a demandé de travailler à des modules, c'est-à-dire des fiches pédagogiques pour inciter les enseignants à travailler sur nos livres en classe. Alors, ce n'est pas sur tous les livres, parce que tous les livres ne s'adaptent pas à une étude en classe, mais il y a par exemple, elle a commencé sur Titiou, là, elle va faire le Rimbaud, elle a fait comme des frères, je crois, de Camille Desmarteaux. Voilà. Donc, un certain nombre de titres qui peuvent s'adapter à des lecteurs lycéens. On leur donne un outil incroyable parce que Camille Zapka, qui est prof de lettres et écrivain, nous a donné vraiment des fiches pédagogiques absolument qui permettent aux lecteurs aux lecteurs lycéens, par exemple, d'entrer dans le texte et de travailler de façon sérieuse sur le texte. Et s'il y a certains profs, on peut vous les envoyer effectivement par mail. En fait, il y a 3 fiches pédagogiques de prêt, effectivement, Titiou Lecoq, Macabane, Olivier Garance comme des frères. Et comme des frères. Ouais. Je peux vous mettre mon adresse mail si vous voulez. Et puis, voilà, en retour, je peux vous les envoyer par mail, pas de problème. Neverland de Timothée Trombel. Et ouais, tout à fait. Ce qui est saisissant dans votre maison, Sophie, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. C'est véritablement une maison assez incroyable parce qu'avec aussi peu de publications, vous avez réussi à toucher beaucoup de monde. Donc ça, c'est assez fondamental, je trouve, pour nous lecteurs et notamment sur Instagram. Donc merci infiniment à vous et de votre travail et de votre minutie et de votre amour des livres parce qu'on a vécu, je pense, 2 très belles heures avec vous et c'est vraiment un plaisir et un honneur de vous avoir rencontrés toutes les 4. Merci beaucoup, Anthony. Et tous, c'était vraiment super émouvant de vous entendre parce que ça nous renvoie
à ce qu'on… Voilà, vos lectures sont incroyables, les questions étaient très pertinentes et je vous assure que c'est formidablement enthousiasmant. On va repartir avec tout ce qu'on a vécu ce matin. On va repartir avec encore plus habité par vous toutes. Et surtout, je voudrais dire aussi que l'Iconoclaste, c'est une équipe. Hein, c'est vraiment tout le travail d'une équipe. Hein, et ça se voit. Et ça se voit. On sent la bonne ambiance au bureau. Et justement, je rebondis aussi, c'est qu'on pourra refaire cette session avec un auteur à la rentrée littéraire sans problème. Si cela vous convient, on le fera avec grand plaisir. Avec joie, hein, super. Justement, avec le livre 5 dans tes yeux, ce serait super. Ah oui, vous passerez une matinée extraordinaire, hein, je peux vous l'assurer. Oui. Vous allez beaucoup rire. Ah ouais, ça va être génial. Et en plus, on prépare une petite playlist de 5 dans tes yeux, justement, avec Adrien, qui vient aussi de la scène, etc. Donc, non, ça va être parfait. C'est parfait. Ce serait super. C'est parfait. On notera, je contacterai Marie aussi pour les prochaines dates. Je commence déjà à préparer la rentrée fin août, je crois. Donc, on verra avec Marie pour les dates, mais avec grand plaisir pour Adrien et peut-être les deux autres si on peut le faire. À fond. Voilà. Alors, il est temps de nous quitter. Merci infiniment à toutes et à tous, et quelques garçons qui étaient là. Mais merci à toutes pour ce moment. On était deux. Hein. Je crois qu'on était deux. On était deux. À bientôt. Bon week-end à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon week-end à tous. Bon week-end. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir tout le monde. Au revoir à tous.